Vous avez du mal à faire grossir votre présence sur Instagram? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 501. J'espère que vous allez bien, la patate, de l'énergie, des projets, des choses à partager, et peut-être que ce week-end vous aurez envie de le faire sur Instagram. Bah oui, parce qu'Instagram c'est bien comme réseau, on peut partager ses créations, ses idées, c'est ce qu'on fait le week-end, ce qu'on fait la semaine, ce qu'on fait le matin, ce qu'on fait le soir, enfin bref, on peut partager beaucoup de choses grâce aux stories, grâce aux flux, grâce aux vidéos, et vraiment c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais qui est aussi un petit peu compliqué parfois à maîtriser, à comprendre comment finalement on arrive à développer sa présence dessus, sa visibilité dessus. Et c'est le sujet du livre d'Aurélie Moulin, auteur du livre Le Guide Instagram aux éditions Erol. Je vous mets un lien dans les notes de l'épisode qui est le lien affilié pour l'acheter sur Amazon. Si vous cliquez dessus, ça va vous coûter rien de plus pour vous. Moi, ça me rapporte un petit pourcentage sur les ventes du livre. Voilà, ça aide à financer le podcast. Et donc, c'est un guide qui est vraiment très complet. Et je pense que si vous l'appliquez de A à Z, vous aurez forcément des résultats. Alors, j'ai invité Aurélie Moulin à venir nous parler à la fois de son livre, mais surtout de comment utiliser Instagram. Quelle est la stratégie quand on est tout simplement un créateur de contenu ou une entreprise pour utiliser Instagram? Est-ce qu'elle a des astuces, des conseils? Alors bien sûr, on peut pas prendre tout ce qu'il y a dans le livre, il est beaucoup trop complet, il fait 360 pages, mais ensemble nous allons parler d'Instagram, de ce qu'il est maintenant, est-ce que ça vaut encore le coup de s'y mettre, de ce qu'il pourrait devenir, de comment finalement il est en train d'évoluer, notamment sur les stratégies d'influence, c'est très intéressant, de comment procéder pour se faire une place dessus, vraiment la stratégie. Nous avons beaucoup parlé de l'audience, vraiment de moi ce que j'appelle l'audience minimum viable, mais finalement c'est quel est le persona à qui on veut s'adresser, comment on fait pour le connaître, comment on fait finalement aussi pour s'adresser à lui, à trouver le bon ton pour s'adresser à lui, parce qu'Instagram c'est beaucoup une question de ton, il n'y a pas seulement finalement de se dire je vais mettre des photos, c'est aussi finalement dire quel est le ton que je veux partager, quel est l'esprit que je veux partager, comment je crée la connexion entre mon audience et moi en tant que créateur, en tant qu'entreprise, comment nous arrivons à créer une connexion. Dans son livre, elle donne beaucoup de choses, il y a des témoignages, il y a des astuces, des témoignages de gens qui ont réussi, qui donnent des conseils sur comment eux ont procédé. Il y a des marques que vous connaissez probablement qui expliquent un petit peu comment elles ont fait. Elle nous donne des astuces aussi dans cet épisode sur le choix des hashtags, une astuce vraiment sur le choix des hashtags, sur est-ce qu'il faut choisir des gros hashtags, des petits hashtags, etc. Et là vraiment elle vous donne un conseil sur vraiment comment choisir un hashtag avec une méthode précise. Elle parle aussi de logiciels pour améliorer son flux, pour améliorer ses stories, et notamment un logiciel que je ne connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, pour analyser ses stats. Je connaissais vraiment pas, je me suis inscrit pendant qu'on en discutait pendant l'épisode, j'ai testé depuis et j'en ai fait une vidéo que vous pourrez découvrir demain matin sur ma chaîne YouTube. Vous faites bertrand.video pour vous abonner à la chaîne. Demain matin, samedi, tous les samedis je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube, et là vraiment je vous ferai une présentation notamment pour vous montrer comment on est capable de savoir à quelle heure exactement il faut publier sur Instagram. C'est vraiment extrêmement intéressant, c'est un outil que je connaissais pas du tout, qui va plus loin que les statistiques fournies par Instagram, et c'est vraiment très intéressant dessus. Avant de vous laisser écouter les conseils d'Aurélie, 2 rappels importants pour m'aider à développer et poursuivre le podcast. Le premier, c'est que le podcast est en partie financé par Patreon et ou Tipeee, et que si vous estimez que mon travail est utile, vous pouvez le soutenir à partir d'un petit euro par mois sur Patreon ou Tipeee. Faites votrecoachweb.com/Patreon ou votrecoachweb.com/Tipeee, mais de toute façon je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, et donc vous avez accès en plus aux bonus. Alors les bonus, c'est un épisode privé tous les lundis, comme ça si je vous manque le lundi matin, et bien vous avez un épisode privé dans lequel je donne les coulisses, je donne des conseils complémentaires, vraiment je donne des éléments complémentaires, ça peut être des liens complémentaires aussi, et puis petit à petit plus vous donnez, plus vous avez aussi accès à des services, et notamment à mes conseils directs, mes conseils de coaching. Vous avez une formule de coaching qui est inclue dans Patreon si vous montez en gamme dans Patreon. Le deuxième, c'est que vous pouvez aider à le faire connaître, le podcast, à me faire connaître mes contenus, et si vous estimez qu'ils peuvent aider des gens que vous connaissez autour de vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Alors ça peut être directement le podcast, ça peut être directement mon nom, vous dites cherche Bertrand Soulier sur iTunes, sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes, Spotify et compagnie. Ça peut être aussi directement finalement un lien vers l'épisode qui vous intéresse. Vous savez que chaque épisode, je les numérote volontairement, et qu'il y a une URL qui correspond à chaque épisode, et c'est simple, vous faites votrecoachweb.com/ le numéro de l'épisode. Aujourd'hui on est dans le 501, vous faites votrecoachweb.com/501. Voilà, comme ça vous arrivez directement sur l'article de l'épisode, et dans lequel il y a le player et les boutons pour s'abonner. Pour une personne qui ne connaît pas le podcast, elle peut s'abonner très simplement comme ça au podcast, écouter directement le podcast, avoir tous les conseils, tous les liens, etc. C'est vraiment, et puis souvent en fait les notes sont plus complètes, plus
riche, hein, s'il y a beaucoup d'épisodes où il y a des éléments, parfois même que j'oublie de dire dans l'audio et que j'ai rajouté tout simplement sur le site, avec des compléments, des liens, etc. entre les épisodes. Donc vraiment, vous avez la méthodologie, hein, si vous n'avez pas l'habitude, vous faites votrecoachweb.com/501, vous pouvez transmettre ce lien à tous vos amis, toutes les personnes à qui vous pensez que ce sera utile, et vous aurez tous les notes d'épisode de cet épisode aujourd'hui. Et bien entendu, le dernier moyen pour aider le podcast, c'est de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un élément qui aide le podcast, mais qui aide tous les podcasts à être découverts par de nouveaux auditeurs. C'est vraiment très important. Moi, je me rends compte, par exemple, sur mon podcast Kilomètre 42, le podcast là est en train de décoller, tout simplement, dans les stats. Hein, il est rentré dans le top 10 des podcasts sport les plus écoutés, et ça vient en grande partie des commentaires, ça vient en grande partie des abonnements, ça vient aussi en partie finalement que Apple Podcast a fini par le mettre en avant, grâce à tous ces éléments-là. Et donc c'est important quand on est créateur de contenu d'avoir ces éléments-là, et donc c'est important aussi quand vous êtes auditeur, finalement, quand vous aimez bien un contenu, et de laisser, vous voyez, ces petits éléments, ces petits commentaires, ces petites notes, parce que ça aide vos créateurs que vous aimez à poursuivre tout simplement, à se faire connaître et avoir plus d'audience, à développer leur contenu. Et donc c'est vraiment un élément qui est aussi très important. Vous appréciez quand vous êtes créateur de contenu que les gens le fassent, et donc vous savez que les créateurs de contenu l'apprécient aussi en retour. Je vous laisse maintenant avec notre discussion avec Aurélie Moulin. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, les liens vers le livre, vers certaines applications qu'elle a citées, certains conseils qu'elle a pu donner, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Aurélie, comment vas-tu ? Bonjour Bertrand, ça va très bien, merci. Alors merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de ton livre. Bon, je lis dans l'intro, hein, ça fait partie des sujets qui sont phares, parce que je vais te laisser te présenter. Mais quand on parle d'Instagram, je pense que tout d'un coup, ça aiguise un petit peu l'appétit, la curiosité, tu vois, des auditeurs qui se disent: aïe, Instagram, mais c'est bien ce truc, mais comment je fais pour utiliser Instagram? Comment je fais pour en profiter? Donc on va parler de ça ensemble aujourd'hui, donc je vais d'abord te laisser te présenter. Oui, alors je suis Aurélie Moulin, je suis experte en marketing Instagram, je travaille à mon compte et je conseille des entreprises, des professionnels pour gérer leur compte Instagram, pour en tirer le maximum pour leur activité. Donc mon but à moi, c'est de les aider à comprendre comment Instagram fonctionne et surtout comment ils peuvent faire pour exister sur la plateforme et faire connaître leurs produits, leurs services et leur aventure entrepreneuriale. D'accord, donc le truc, c'est toi, tu fais que de l'Instagram? Je fais Instagram, on va dire à 90% et 10% de Facebook. Je me suis spécialisée sur Instagram parce que c'est un réseau que j'adore et je voulais vraiment y passer beaucoup de temps. Mais c'est aussi le réseau qui a en ce moment le vent en poupe. C'est-à-dire que Facebook c'est bien, c'est génial pour beaucoup de choses, mais surtout pour la publicité. En termes de reach organique, c'est compliqué d'exister aujourd'hui sur Facebook, de se lancer sur Facebook, alors que sur Instagram aujourd'hui on peut démarrer de zéro et vraiment réussir à trouver son positionnement, sa voix et construire sa communauté assez rapidement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités sur Instagram de façon organique et gratuite. Et bien sûr, évidemment, si on a des budgets, on peut faire énormément de choses, décupler en fait les résultats que l'on obtiendrait en y investissant davantage. Mais voilà, Instagram en plus, il concerne tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut réussir, de l'entrepreneur seul dans son coin, de la méga entreprise, du B2B, de la banque, du service, tout, en fait, le retail, le voyage, tout est possible sur Instagram. Et c'est ça aujourd'hui qui rend la chose tout à fait existante. Donc, voilà, j'ai choisi Instagram parce que ça me plaisait et qu'il y a vraiment énormément d'opportunités aujourd'hui. Tu penses vraiment qu'on arrive à mettre toutes les entreprises sur Instagram, en fait? Parce que c'est une question. Alors, Instagram est rentré dans le langage commun, on appelle ça l'instagrammabilité. Alors, il y a l'instagrammabilité même des lieux. Alors, moi, je travaille dans le tourisme. Donc, l'instagrammabilité du tourisme, elle est facile. L'instagrammabilité des biscuits, c'est facile. L'instagrammabilité du thé, c'est facile. Häagen-Dazs et compagnie ont refait les pots de glace pour qu'ils soient plus instagrammables. Ça, c'est facile. Ouais. Mais tu me dis de la banque, est-ce que vraiment la banque, c'est instagrammable? Oui, en fait, parce qu'en fait, tout le monde est client d'une banque. Donc, en fait, toutes les personnes qui sont sur Instagram ont un compte bancaire. Donc, forcément, ce qui compte, en fait, c'est de se dire qui est sur Instagram, quelle est l'audience qui est sur Instagram, et est-ce que ça fait partie de ces gens qui, potentiellement, peuvent être mes clients.
Et donc du coup, oui, la banque pour être sur Instagram pour promouvoir ses produits, promouvoir. Il y a énormément de choses à faire au lieu de faire de la publicité télé. Toutes les banques font de la publicité télé. Au final, il y a beaucoup de choses qui sont déclinables sur Insta, de prendre des ambassadeurs, ouais, il y a énormément de choses possibles, de faire aussi de la communication un peu plus B2B, qui est par exemple faire des annonces de recrutement pour du job, montrer comment on travaille en interne, les coulisses de l'entreprise. Donc tout ça, ça permet aussi d'augmenter le capital confiance que des utilisateurs sur Instagram pourraient donner à telle ou telle banque, voilà, qui peut s'engager pour tel ou tel projet. Donc oui, c'est là aussi où finalement les petites banques en ligne qui étaient petites il y a encore quelques temps, aujourd'hui ont vraiment utilisé ces réseaux-là pour exister auprès d'une clientèle notamment plus jeune, quoi. C'est très très fort et très puissant. Oui, alors c'est vrai que alors là tu marques un point parce que autant tu vois moi j'imaginais pas, je me dis au Crédit Agricole sur Instagram mais de quoi ils vont me parler et puis je me vois vraiment pas devenir follower de tu vois d'une banque traditionnelle moi. Enfin je veux bien être follower d'un écureuil à la limite mais bon l'écureuil tu vois qui est dans les arbres ou etc. Mais je me voyais pas bon. Mais là tu viens de marquer un point parce que c'est vrai que les banques et notamment tout ce qu'on appelle les néobanques, les fintech etc. Effectivement elles sont présentes. Mais je pense que, et alors tu vois, on va sauter directement certains passages parce que je pense que tu touches là sur quelque chose qui marque vraiment le ton avec lequel elles ont réussi à s'imposer et finalement aussi leur ligne éditoriale qui est pas une ligne éditoriale publicitaire classique et finalement c'est le ton qui fait que ces banques-là, elles arrivent à communiquer dessus. Oui, effectivement. Et c'est en fait on communique en fonction de l'audience à qui on veut s'adresser. Donc effectivement, les néobanques s'adressaient plutôt aux jeunes, celles qui étaient les moins réticentes à gérer tout leur compte en ligne. En fait, c'est essentiellement sur ça qu'elles ont fait leur évolution. Et donc en fait, comme les jeunes savent comment fonctionne sur Internet et utilisent tous ces outils-là, en fait, ça match. En fait, voilà, c'est vraiment en adéquation avec l'audience qui est en face. Ça, c'est vraiment important, c'est de trouver sa voix, mais en même temps, on la trouve quand on est sur Instagram en fonction de la personne qui est en face, en fonction de à qui on s'adresse. Donc, c'est vraiment une étape clé si on veut constituer son audience, créer sa communauté sur Instagram. C'est vraiment au tout début quand on veut créer ou relancer son compte Instagram, c'est de se poser et de se dire à qui on s'adresse. Faire cette fameuse fiche d'avatar dont tous les marketeurs parlent, et donc moi évidemment la première, mais c'est vrai à qui on s'adresse. Donc du coup, quels sont les contenus que je vais pouvoir créer pour intéresser ces personnes-là à qui on s'adresse. Et donc voilà, plus on connaîtra, plus on passera de temps sur la plateforme, plus on connaîtra les personnes qui nous suivent, qui interagissent avec nous, et on pourra faire une espèce de portrait robot de ces gens-là et savoir ce qui leur plaît, quoi. C'est important. Alors, tant qu'on est sur l'avatar, justement, moi je suis pas très fan de l'avatar en fait, parce que je trouve que souvent, ou alors souvent ils sont bâclés un petit peu en fait, les avatars. Je me disais, à quel point tu penses qu'un avatar doit être précis pour finalement bien qu'on en profite, tu vois, d'une plateforme comme ça, parce que si on se dit, je m'adresse, allez, je vais te dire un truc très bateau, je m'adresse aux jeunes femmes qui ont entre 16 et 24 ans et qui aiment la mode. Ça sert à rien, tu vois. À quel point tu dirais il faut qu'il soit précis mon avatar pour que finalement ça serve à quelque chose que je fasse ce travail-là. S'il y a une jeune fille de 16-24 ans qui aime la mode, déjà c'est beaucoup trop générique en fait. Quel style de mode Est-ce que c'est la mode plutôt des grandes marques de luxe qui ont une ligne de prêt-à-porter accessible pour les plus petits porte-monnaies, ou est-ce que c'est la jeune fille qui achète chez H&M et Zara et qui s'en fout en gros de tout ce qui est la mode éco-responsable? Tu vois, il y a différents. Là pour le coup, dans cet exemple-là, c'est juste un tout petit exemple, mais la mode c'est déjà beaucoup trop large. En fait, il faut définir quel style de mode. Et ça va déjà mettre en face de chacune, ça va te donner des valeurs. Donc, si c'est des grandes marques de luxe, évidemment, on va plutôt aller dans l'univers, on va dire un peu bling bling, glamour ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est pas juste aller regarder quels sont les top contenus qui fonctionnent le mieux chez ces marques-là, mais c'est aussi quel est tout l'univers qui tourne autour de cet univers-là, glamour, bling bling. Et donc c'est pas que de la mode, c'est aussi de l'alimentaire, c'est aussi du voyage. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de jeu. Et donc si c'est une mode éco-responsable, là pour le coup, on va aller plutôt du côté de certaines
certaines marques de mode, certes, mais aussi d'associations, de célébrités qui sont pour l'écologie, on va dire. On va suivre Leonardo DiCaprio sur Instagram parce que lui, il communique que sur l'écologie, versus, je sais pas, quelle autre star a un compte Instagram qui fait pas grand-chose au niveau de l'écologie, j'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais dire, un grand acteur qui fait pas grand-chose? J'en ai pas en tête. Enfin, en tout cas, comme je les suis pas, j'en sais rien. Je suis que ceux qui ont quelque chose d'intéressant à dire. Mais voilà, en fait, l'avatar, effectivement, plus il sera précis, plus il permettra d'élargir quels sont ses centres d'intérêt. On va identifier un truc principal, la mode, mais autour de ça, il y a énormément de valeurs qui rentrent en ligne de jeu, et c'est là où on va pouvoir déterminer. L'une des choses qui sont les plus excitantes à faire en fait sur Instagram, c'est d'aller sur ces différents comptes-là et voir quels sont les top contenus qui ont le plus d'interaction. Ça nous permet de savoir ces avatars-là, donc ces personnes-là, elles aiment tel ou tel type de contenu. Et c'est ça qui va nous aider, nous, à faire aussi notre ligne éditoriale et savoir sur quel contenu on va pouvoir communiquer, en fait, quel thème et comment, quel format, tout un tas de choses comme ça. Et oui, et c'est important de le dire, hein, parce que la connaissance précise, et finalement, il y a tout un tas d'aspects, la pop culture, les artistes qui zèbent, les mèmes qui circulent, les modes, les tendances, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte, mais aussi, finalement, certaines utilisations qui sont particulières, des fois, des détournements même de hashtags, des séries qu'ils aiment bien, etc., sur lesquelles il faut rebondir. Et c'est là, et c'est un truc que je dis souvent, hein, c'est qu'en fait, on fait partie de la communauté à laquelle on veut s'adresser. Alors, si on n'en fait pas du tout partie, et qu'on comprend pas du tout les codes des gens à qui on veut s'adresser, là, à un moment, on a un problème et on sait qu'on peut pas leur parler, quoi. Ouais, on est plutôt mal barré, si c'est le cas. Ou alors, dans ce cas-là, il faut effectivement, il faut que le compte Instagram ou n'importe quel réseau social, mais soit géré par une personne qui appartient à cette communauté-là, quoi. Parce que c'est des codes, c'est des choses sur lesquelles, comme tu dis, on doit rebondir. Et typiquement Instagram, si on veut être bon sur Instagram et si on est tout seul à gérer son compte Instagram, il faut aimer la plateforme. Si on ne l'aime pas, si on ne la comprend pas, on peut pas y arriver, quoi. C'est juste, il faut à titre perso y passer du temps, parce que c'est en y passant du temps qu'on comprend quels sont les codes, comment ça fonctionne, quels sont les outils à utiliser, les gifs qui fonctionnent bien, qu'est-ce qui est tendance. Effectivement, les mèmes dont tu parlais, les challenges qui tournent. On a eu le Dolly Parton Challenge là il y a une semaine. Ça a buzzé partout, et en fait ceux qui ont surfé sur ce challenge là, ils ont explosé leur taux d'engagement sur le seul post qu'ils ont fait. Enfin, chacun faisait son post, et ce post-là sur tous les comptes a vraiment eu un taux d'engagement de fou, quoi. Donc et pour être au courant que ça buzz, il faut être soi-même utilisateur, quoi. Et rebondir dessus, c'est vraiment important. Ça permet aussi de montrer à la communauté que on est nous-mêmes aussi utilisateurs d'Instagram. Donc Et oui, c'est important, hein, vraiment d'être. On se rend pas compte, hein, de la relation finalement, parce que surtout quand on sort d'une ère publicitaire très très large. Hein, moi, je dis, on est dans une ère ça fait des dizaines d'années qu'on est dans la publicité, où finalement le retour se faisait jamais. Il n'y avait pas de retour. Et ce que les gens n'ont pas compris sur Internet, c'est que finalement le plus important, c'est finalement le retour. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours un effet de rebond. Tu balances une balle et t'espères qu'elle revienne. Alors qu'elle revienne une fois, deux fois, mais plus de fois. Et c'est vrai que souvent, pour qu'elle revienne, il faut quand même que les gens, déjà, ils se sentent touchés, hein, d'une manière ou d'une autre. Après, touché, on peut le dire comme on veut, mais il faut qu'on se sente un petit peu touché. Et donc, on arrive à parler un petit peu le même langage. Et c'est un élément qui est important. C'est d'ailleurs ce qui fait que je pense qu'il y a des marques qui se plantent. Alors, je sais pas si tu as des exemples de marques qui n'arrivent pas du tout, tu vois, qui ont essayé, hein, mais tu dis, ils sont pas là, ils sont pas à leur place. Et on peut rebalancer, hein. Franchement, on est entre nous, hein, on peut balancer des marques. Attends, je regarde juste 2 secondes parce qu'il y a une marque que j'avais identifiée, que je trouvais fortement Instagrammable, en tout cas qui avait sa place sur Instagram et qui n'arrivait pas à sortir son épingle du lot, et je comprenais pas pourquoi. Donc je vais juste regarder s'ils ont changé quelque chose, s'ils sont un peu améliorés depuis. Je vais juste regarder vite fait. Alors, attends, ça charge. Parce que avant de balancer, je voudrais pas balancer pour rien. Alors, ça charge pas. Bon, ils se sont un peu améliorés. Mais bon, non, enfin, franchement, ils font des choses bien maintenant. Je voulais dire que c'était archi pourri, et en fait, non, ça va, ils ont bien rebondi. Bon, ils ont que 14 000 followers, c'est pas énorme pour une grande marque comme ça, mais
Mais bon, en fait, je peux dire qui c'était et en gros expliquer pourquoi ça marchait pas. Donc la marque c'était Bjorg. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est Oui. Bjorg qui fait des yaourts et des produits bio. Que l'on trouve dans les supermarchés. Et en fait, ils ont un positionnement qui est souvent organique, vegan ou sans lait. Et donc voilà, c'est une marque qui incarne des valeurs qui sur Instagram fonctionnent très très bien. Et en fait, ils avaient un compte Instagram qui était tout pauvre, tout petit, qui ne mettait en avant que des produits, mais des photos de produits avec emballage sans intérêt et qui n'étaient pas des photos qui fassent style Instagram, quoi. Le style Instagram, Ouais. c'est une mise en scène vraiment dans un endroit joli qui donne envie de consommer le produit. Le produit n'est pas juste dans l'emballage, il est aussi apprêté pour être prêt à déguster. Enfin, ce genre de choses en fait qui ne faisaient pas au tout début. Ils étaient tout petits et vraiment c'était pas terrible. Alors je pense que je suis en train de descendre et je crois qu'ils ont archivé tous les trucs qui étaient pas bons. Donc du coup évidemment on le verra pas. Mais non, ils font des Oui, parce que je suis en train de regarder, effectivement, bon, ça c'est pas si moche que ça. Après, c'est vrai que pour un compte de cette taille-là, c'est pas non plus exceptionnel quand on regarde les comptes food ouais. qui ont des dizaines de milliers de followers à côté, etc. Alors que pour une marque de cette taille-là, c'est pas énorme, mais on peut se dire que bon, ils vont finir par se développer à cette allure-là. Alors, le taux d'engagement est quand même très très faible. Même si c'est mieux au niveau des photos, le taux d'engagement est très faible. Et en fait, je pense que je vais pas regarder en détail, mais je pense, enfin pour eux, ils ont un boulevard devant eux, rien qu'en activant le canal influenceur, quoi. Parce qu'il y a effectivement il y a énormément d'influenceurs dans le healthy food et notamment en France, où là, franchement, ils ont vraiment de quoi exploser facilement, parce qu'en plus ils ont, enfin, en tout cas moi j'ai jamais entendu de bad buzz sur cette marque-là au niveau des produits. Voilà, enfin on sait on sait que ça peut aller vite quand une marque fait des erreurs. Et en fait, celle-là, ouais, en tout cas, elle exploite pas du tout le potentiel d'Instagram parce que n'avoir que 14 000 followers, bon, quand je disais qu'ils étaient nuls, ils en avaient 6 000. Bon, là, ils ont plus que doublé, mais c'est franchement petit pour une marque de cette ampleur. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a énormément de comptes food qui ne sont pas des marques, mais qui en sont devenus, parce que c'est des influenceurs qui créent leur marque. C'est ridicule à côté, quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait, ils sont extrêmement connus, ils sont présents dans tous les supermarchés, donc tout le monde connaît, a au moins rencontré un de ces produits un jour. Et ouais, et eux, pour le coup, même s'ils font des choses mieux, le taux d'engagement est assez faible et leur communauté est toute petite. Donc ils ont vraiment un boulevard devant eux qu'il faut qu'ils activent, quoi. Oui, c'est-à-dire, alors comment, justement, c'est un peu le sujet de ton livre, hein, on va revenir sur le livre finalement, comment est-ce qu'on fait pour prendre en main Instagram? Alors je t'ai pas demandé, parce que bon, on a compris que tu allais me dire que oui, il est encore temps d'aller sur Instagram, parce que ma première question au départ c'était ça, c'est est-ce qu'il est encore temps d'aller sur Instagram? Est-ce que finalement on peut encore faire des choses? Est-ce que c'est pas bouché parce que, enfin, c'est un réseau qui est maintenant assez ancien, sans qu'il y paraisse, hein, on est à une époque, on aurait dit il devrait être mort, parce que il est né en quelle année En 2010, donc on est à la 10e année là. Voilà, 10e année, et il fut une époque, hein, je le précise quand même pour les plus jeunes d'entre vous, on disait qu'un réseau, la vie d'un réseau, c'était 7 ans. Donc Facebook a été le premier à faire mentir ce truc-là, mais les autres réseaux mouraient plus ou moins au bout de 7 ans. Alors Facebook, et je me rappelle avoir fait des conférences à l'époque, on me disait, vous avez entendu cette histoire des 7 ans de Facebook et tout? Je dis oui, normalement à la fin de l'année c'est fini. Mais c'était il y a plus de 10 ans de ça, hein, donc c'est incroyable. Et donc Instagram confirme que c'est le cas, même si le grand boom Instagram, 2019 a été une année incroyable pour Instagram, Ouais. soyons clairs. 2020, quand même, on a l'impression que c'est pas si facile que ça pour eux, on a l'impression qu'ils se cherchent, non? Je sais pas comment tu vois toi les choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a, en fait, d'un point de vue boom, effectivement, Instagram atteint un niveau où, en tout cas, le ralentissement de la croissance est certain. Ils communiquent, enfin, depuis juin 2018, ils n'ont pas communiqué sur les chiffres officiels du nombre d'utilisateurs d'Instagram, ce qui est quand même un peu surprenant parce qu'en fait, les derniers chiffres officiels qui étaient annoncés, c'était 1 milliard d'utilisateurs, mais ça date de juin 2018. Donc ça fait quand même, voilà, depuis juin 2018, on ne sait pas. On ne sait pas à quel point la croissance est importante ou flat, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on est capable d'identifier, c'est à quel point les gens qui sont sur Instagram, les marques notamment, les grands comptes, à quel point leur audience à ces comptes-là croît
ou pas. Donc la croissance, elle est certaine, c'est-à-dire qu'ils augmentent leur nombre d'abonnés chaque mois, mais la croissance, elle est nettement moins rapide. C'est-à-dire que ça s'est ralenti. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont arrivés aussi. Il faut pas oublier que Instagram a quand même une majorité de son audience qui est jeune. Alors jeune, c'est moins de 40 ans, avec une grosse partie sur la tranche 18-24 ans, et que pour cette audience-là, il y a aussi Snapchat qui a pas mal grappillé du marché. Il y a TikTok aussi qui monte beaucoup. Donc c'est vrai que la croissance qui était assurée par les jeunes chez Instagram, elle a été ralentie par le fait qu'il y a aussi d'autres réseaux sociaux qui tirent leur épingle du jeu. Donc ça, c'est certain. Mais pour le coup, pour moi, on est encore dans une... Enfin, il y a encore, évidemment, on peut démarrer aujourd'hui sur Instagram et exister. La plateforme évolue énormément, c'est-à-dire que plus ils ont de moyens, plus ils sont. Bon, ils ont rejoint le groupe Facebook, donc forcément, ils ont beaucoup d'employés et beaucoup de personnes qui peuvent travailler sur le produit au quotidien. La plateforme évolue beaucoup, c'est-à-dire qu'ils sortent des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines. Il y a des nouvelles choses. Et en fait, ce vers quoi ils se dirigent eux vraiment cette année, c'est l'influence marketing, puisque Facebook a ouvert une plateforme qui permet de mettre en relation les influenceurs avec les marques. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est important parce que aujourd'hui, donc c'est en bêta, donc tout le monde n'y a pas accès, mais aujourd'hui, ça n'est qu'une base de données qui nous permet d'identifier des influenceurs. Mais on ne sait pas si demain, ça pourra être une plateforme sur laquelle on pourra commander une campagne auprès d'un influenceur, comme on commande aujourd'hui une campagne de publicité sur le Business Manager, donc sur la plateforme de publicité de Facebook. Donc peut-être que demain, on pourra gérer nos campagnes avec les influenceurs directement sur cette plateforme et les payer comme ça. On n'a pas de problème à faire les contrats, les machins, les trucs. Donc ça peut être une bonne opportunité pour le groupe Facebook, Instagram, de tirer son épingle du jeu et de finalement gagner de l'argent là où ils n'en gagnent absolument pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui ce sont les agences ou les agents d'influenceurs ou les influenceurs directement qui font des contrats avec les marques. Donc l'argent qui passe par là, elle ne passe pas par Facebook ou Instagram. Oui, et ça leur plaît pas. Oui, c'est sûr, parce que c'est des budgets énormes. Donc, pourquoi pas en prendre une petite partie au passage. S'ils sont bons à offrir la meilleure plateforme qui permet d'identifier tous les influenceurs pertinents, pourquoi pas, quoi. Et on est même à se dire, est-ce que c'est pour ça que Instagram veut cacher les likes? Donc il y a voilà un certain nombre il y a toujours des suspicions, hein. On se dit c'est les grands mastodontes qui font ça. Effectivement, ce sont des entreprises qui veulent le bien de la planète, mais peut-être que quelle est finalement la finalité de toute l'entreprise, c'est de croître et de faire de l'argent. Peut-être que c'est aussi ça qui est derrière, on ne sait pas. C'est des suppositions. Ouais. Voilà, donc il y a ça, cette partie influence marketing, et il y a la partie aussi e-commerce. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, aucun réseau social n'a réussi à faire en sorte que la plateforme soit vraiment une plateforme où on peut faire de l'argent directement. C'est-à-dire que on a des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook par exemple qui permet de renvoyer du trafic vers son site e-commerce, mais de pas directement d'acheter au sein de la plateforme. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que sur Instagram, par exemple, 99% du trafic, il est mobile. Donc, les gens regardent Instagram sur leur smartphone, et à partir du moment où on leur dit allez cliquer sur le lien dans la bio pour acheter le produit, ou swiper dans la story pour aller directement sur le produit, il y a toujours un délai fou qui est, alors fou, c'est 3 secondes, ça peut être 5 secondes, 10 secondes, qui est le temps qu'on soit redirigé vers la page du site internet de la marque. Et ce temps-là, en fait, c'est une déperdition importante puisque les gens n'ont pas le temps, même 3 secondes, c'est trop long, et donc ils abandonnent l'idée et ils vont même pas jusqu'à visiter le site. Donc en tant que marque, on arrive à exposer les utilisateurs, nos prospects ou déjà clients à ces produits, mais on n'arrive pas à les faire acheter à cause de ces problèmes techniques. Donc ce sur quoi Instagram travaille là en ce moment, c'est la fonctionnalité checkout, donc qui permet de acheter directement au sein d'Instagram. C'est-à-dire qu'on voit une publication, on voit un produit, et on a rentré, nous, en tant qu'utilisateur, notre CB, numéro de CB, et on peut acheter directement, cliquer sur un bouton et acheter, et voilà, en fait, on achète, et tout se fait
via en restant dans l'application. Donc ça, c'est énorme. C'est en test en ce moment aux États-Unis sur un panel important de marques. Et en fait, ça veut dire que demain, si on a quelque chose à vendre, alors pour l'instant, ça se réduit que aux produits. Donc si on vend des services typiquement comme moi, ça marche pas. Mais si on vend des produits, on peut demain imaginer que Instagram, au moyen d'une petite commission qui se prendra au passage, pourrait nous permettre de générer des revenus au même titre qu'un Google Shopping par exemple, où on a la possibilité d'exposer, de présenter nos produits et de faire en sorte qu'ils soient achetés directement sans que l'utilisateur vienne sur notre site internet et à créer un compte. Voilà, enfin tout un tas, une grosse machinerie qui est finalement très longue et qui fait que les gens n'ont pas le temps, n'ont pas envie de faire tout ça pour simplement acheter quelque chose. Donc se dire qu'on peut acheter en un clic, c'est quand même potentiellement énorme. Et c'est ces deux choses-là principales sur lesquelles ils travaillent en ce moment et qui, moi, me font penser que quand même Instagram a encore pas mal de beaux jours devant lui, rien que par ces deux fonctionnalités-là qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par aucun autre réseau social, quoi. Ouais, et en fait, quand on mélange les deux, on se dit qu'il y a quand même un business des influenceurs qui va être potentiellement incroyable dans cette histoire-là. Parce que moi qui cours, par exemple, avec une marque de chaussures qui s'appelle Altra, pourrais très bien imaginer qu'en fait, le produit, mes chaussures soient taguées Altra et que quelqu'un achète mes baskets Altra directement chez Altra. Ouais. Parce qu'elles sont en check-out, parce que je suis en partenariat avec eux, et que moi je touche ma commission, Facebook touchera sa commission, moi je touche ma commission, Altra touche de l'argent directement, et que finalement ça relance l'affiliation, les formes d'affiliation d'une manière totalement centralisée pour Facebook d'ailleurs, et ce qui, au passage, je pense que chez Amazon, ils doivent se dire que là, ça pourrait être un sacré coup, parce que c'est vrai que pour l'instant, l'affiliation, ça marche beaucoup avec Amazon, qui fait beaucoup de chèques aux influenceurs qui recommandent des produits chez Amazon, mais d'un coup, si ça pouvait gérer directement entre les marques, les influenceurs et la plateforme et le checkout, ça serait effectivement une sacrée révolution. On peut se dire d'ailleurs que c'est peut-être... ça relance peut-être l'idée de se dire, faudrait peut-être être influenceur dans cette histoire-là. Ça peut être un bon calcul, sans forcément. D'ailleurs, il faut le noter, faut dire aux gens, parce que je sais pas si dans le livre tu en parles, mais être influenceur, c'est pas forcément avoir des centaines de milliers de followers, etc. La micro-influence, j'avais fait un épisode. Rappelez-vous, chers auditeurs, j'ai fait un épisode là-dessus. J'avais expliqué comment j'avais acheté un mug, alors d'ailleurs sur Amazon, grâce à un micro-influenceur suivi par quelques personnes, et que d'ailleurs, certains d'entre vous ont ensuite acheté le mug, parce que moi j'ai vu les commissions tomber sur mon compte, tu vois. Donc là je me dis bon, allez, ça marche. Donc effectivement, on pourrait se dire qu'on pourrait être, et on revient sur l'histoire de la niche d'ailleurs, des petits influenceurs sur une niche, on pourrait très bien en tirer profit. Oui, effectivement, ce qu'on appelle les nano-influenceurs, les petits influenceurs sont finalement ceux qui sont les plus performants. Donc c'est vrai que pour avoir énormément de résultats quand on est une marque, il faut multiplier, avoir 10 nano-influenceurs pour avoir le résultat potentiel que pourrait avoir un micro-influenceur. Donc effectivement, dans le livre, il y a toute cette différence, on se fait la typologie en fait des différents influenceurs et il y a cette histoire de taille de communauté qui est importante. Mais plus la communauté est petite, plus elle est engagée en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que il y a moins de pollution, il y a moins de faux abonnés. En fait, il y a toujours cette histoire de la fake influence. C'est quelque chose qui tourne régulièrement dans les journaux, en tout cas dans les sites d'information de presse, où effectivement il y a énormément de fraude à l'abonné chez les grands influenceurs. Et donc en fait les petits, ce qu'on appelle les nanos, sont eux très très pertinents parce qu'ils sont authentiques, ils débutent. Et là d'ailleurs il y a une étude qui vient de sortir, qui a été publiée par Rich le 30 janvier, que je vous invite à aller lire parce qu'elle est vraiment très intéressante. C'est l'étude 2020 des influenceurs et des marques. Donc moi dans mon livre je relais l'étude de 2019 forcément, mais là l'étude 2020 vient de sortir et elle est très intéressante justement parce qu'elle permet de savoir de faire un portrait robot des influenceurs en France. Et on apprend que 80% des influenceurs aujourd'hui gagnent moins de 5 000 € par an. Donc c'est pas leur métier, c'est juste c'est une passion telle que toi tu as la passion du running, et en fait pourquoi pas toucher un peu d'argent au passage, ça fait toujours plaisir évidemment, même 5 000 €, personne ne cracherait sur 5 000 € par an de bonus, simplement à partager sa passion et à aussi faire la promotion de produits que par ailleurs on aime, parce que c'est aussi ça la nano-influence, c'est que les gros influenceurs, souvent on perçoit bien,
bien que la promotion des produits qu'ils font, c'est pas des marques qu'ils adorent ou qu'ils affectionnent particulièrement. On sait bien que derrière il y a un gros chèque et donc forcément ils font ça pour l'argent, c'est leur métier. Mais les nano-influenceurs, ils n'ont aucun intérêt à à vanter les mérites de quelque chose qu'ils n'aiment pas, puisque c'est pas leur métier. Et en fait, souvent, ils sont démarchés par des marques qu'ils aiment eux-mêmes. Parce que voilà, ils sont remarqués parce qu'ils en ont déjà parlé par ailleurs, parce qu'ils aimaient ces marques. Et donc, c'est une relation vraiment qui est beaucoup plus saine avec les nanos et les micros que les méga influenceurs. Et voilà, ça se ressent aussi quand on est abonné d'un influenceur. Même, on peut appeler ça influenceur, mais quelqu'un qui a 2000 abonnés, 5000 abonnés, on peut l'appeler influenceur à partir du moment où il recommande des marques et qu'il touche un petit revenu, ou même rien du tout. D'ailleurs, il peut ne rien toucher, mais juste présenter le produit parce qu'on lui a offert. Il le fait parce qu'il a envie, quoi. Et c'est vraiment cette authenticité-là qu'on recherche beaucoup et qui est très efficace, effectivement. Si demain Instagram permet aux influenceurs, quelle que soit leur taille, de toucher un revenu, ça va exploser, quoi. C'est déjà énorme sur Instagram aujourd'hui, mais si en plus demain on peut faire ça techniquement, ça va être encore plus important. Et oui, parce que pour les marques, c'est très compliqué de gérer. On dit nano, c'est moins de 10 000 followers finalement. Après, on est entre 10 et 100 000. Gérer, et moi je l'ai fait un petit peu, tu dois le faire aussi, arriver à gérer des relations avec des influenceurs, trouver les personnes, discuter avec eux, etc. C'est très long. Alors si vous êtes une marque qui doit discuter avec 100, soit vous passez des heures ou des heures, soit vous passez par une agence qui passe des heures et des heures, donc ils le refacturent dans tous les cas. Donc on peut se dire, Facebook, s'ils arrivent à résoudre ce problème-là, tout d'un coup, il y a des agences qui vont peut-être un petit peu devoir revoir un petit peu leur méthode de travail avec peut-être des plus gros comptes. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Ça va changer un petit peu le travail des équipes, peut-être. Mais c'est vrai que pour les marques, ça peut leur permettre de démultiplier tout d'un coup les histoires, parce que alors cette semaine moi j'ai reçu des messages, on me proposait des t-shirts, alors ils étaient pas très beaux donc j'ai dit non. On me propose des trucs, non c'est vrai, il y a des trucs, franchement il y a des marques qui me proposent des choses, je peux pas accepter ça. On m'a proposé aussi des protéines, tu parlais tout à l'heure de Björk, on m'a proposé des produits de régime, des protéines, je sais pas quoi et tout. Quand j'ai regardé, c'était, je dis oulala, mais surtout je vais pas manger ça. Donc non, mais effectivement, je me dis, ils doivent passer quand même beaucoup de temps et c'est démarcher comme ça en disant bah tiens, lui il est intéressant, lui peut être intéressant. Ils doivent faire des recherches sur des hashtags, j'imagine, pour essayer de choper un petit peu très large des comptes pour essayer d'en ramener quelques-uns dans les filets, quoi. Ouais, c'est un travail énorme, effectivement. Donc aujourd'hui, on y passe moins de temps si on passe par une agence. Effectivement, tu disais que le business model des agences va évoluer forcément, mais la force d'une agence, c'est aussi pour l'instant, en tout cas, gérer la relation avec l'influenceur. C'est vrai que même si demain on passe par une plateforme par la plateforme de Facebook et d'Instagram, il faudra aussi être là derrière l'influenceur pour lui dire bon tu devais faire des posts, est-ce que tu les as fait, machin. Ça, c'est aussi un travail énorme. S'il y a des marques qui nous écoutent et qui ont déjà fait des campagnes avec des influenceurs, ils savent vraiment de quoi je parle. C'est difficile de contractualiser avec eux et d'obtenir ce sur quoi ils se sont engagés. Donc il y a ça, et il y a aussi qu'est-ce qu'on leur fait faire finalement à ces influenceurs pour que ça fonctionne. Il faut que ce soit des campagnes qui aient un intérêt. Et ça, pour le coup, il y a que des il n'y a pas que, mais les professionnels du métier sont aussi des créatifs. Et ça, c'est un métier qui s'apprend et qui ne s'improvise pas quand on est, nous, juste une marque. Voilà, comment faire en sorte qu'une campagne soit efficace, soit retenue dans la mémoire des gens qui vont la voir. C'est comme de la publicité finalement à la télé. On se souvient de certaines publicités, on en voit pourtant beaucoup. On se souvient pas de toutes. Donc celles dont on se souvient, c'est quand même des campagnes qui sont créatives, qui nous ont touchés à un moment donné. Et derrière, il y a des gens qui créent ces campagnes. C'est pas juste on montre un produit et c'est tout, quoi. Donc voilà, de se dire que demain il y aura une plateforme qui permettra d'identifier les influenceurs, c'est une chose, mais il y aura quand même besoin, je pense, de gens. Donc ce sera peut-être des freelances, ce sera peut-être même aussi des agences qui vont travailler avec cette même plateforme, qui seront là, qui peuvent être là aussi pour conseiller sur quoi faire finalement avec ces influenceurs. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit quand même original, créatif, et que ce soit en affinité avec les valeurs de la marque, quoi.
Ouais, sans oublier qu'en plus, les marques qui travaillent le mieux avec les influenceurs, c'est quand elles travaillent sur le long terme avec le même Mm. influenceur, qu'elles lui envoient régulièrement des produits. Moi, je le dis très ouvertement, j'étais partenaire avec Philips pendant 2-3 ans. Mhm. C'est sûr que quand les produits arrivaient, il y avait des petits messages, etc. Ils envoyaient des petits cadeaux, des petits messages, des petites photos sympas, il y avait des groupes pour discuter. Et c'est vrai qu'on a plus envie de les mettre en avant que celui qui m'envoie 2 bracelets en disant, bah tiens, mets ça sur ton compte, s'il te plaît, Ouais. contre même pas un retweet d'ailleurs, même pas un repartage. À l'époque, on se dit bon, lui j'ai moins envie, alors que la marque avec laquelle on travaille très régulièrement, et je le vois d'ailleurs, et puis les auditeurs, vous vous rappelez l'épisode qu'on a fait avec Céline, merci pour le chocolat, qui elle travaille aussi avec des influenceurs, qui est influenceuse pour certaines marques, etc. On voit, c'est toujours souvent les mêmes marques, Mm. il y en a quelques-unes dans l'année, et d'ailleurs on le voit parce que les influenceurs, ils acceptent de se déplacer pour certaines, alors que désormais il y en a, ils se disent oh non, celle-là m'intéresse plus, je veux plus y aller parce que ça devient plus assez intéressant. Et il faut le dire, les influenceurs deviennent aussi sélectifs Mm. dans certains passages. Moi, j'ai connu la grande époque des blogs où on était moins sélectif, quand il y avait plein de trucs qui passaient, on se disait allez tiens, il y a ça. Maintenant, il y a quand même pléthore, finalement, quand on regarde un petit peu le démarchage qui est fait. Et c'est vrai que c'est une entreprise qui veut convaincre un influenceur. Je trouve aussi qu'elle doit elle doit avoir un bon argument, Ouais, quelque effectivement. part. C'est pas si simple que ça, quoi. Bah effectivement, en fait, ce que les influenceurs ont l'habitude de partager, ce sont tous ces messages automatiques qui sont copiés-collés et qui sont exactement le même, quel que soit l'influenceur qui le contacte. Alors souvent, bah, ça peut être du travail fait par des stagiaires, souvent, mais ils personnalisent pas l'approche, quoi. Donc en fait, si on est démarché, si en tant qu'influenceur, on est démarché de la même façon que n'importe quel autre influenceur, on a forcément moins envie de lui accorder de l'attention. Déjà, il faut quand on démarche un influenceur, il faut être sûr que son univers est en affinité avec le nôtre. En tant que marque, c'est important. Mais si en fait, au final, on fait du mailing massif ou l'envoi de DM massif sur Instagram et qu'on envoie le même message à tout le monde, il y a beaucoup de refus de la part des influenceurs qui se comprend. C'est-à-dire, on voit pas pourquoi on mettrait en avant une marque qui fait même pas l'effort de regarder quel type de contenu je publie. Effectivement, tu as reçu des sollicitations qui n'étaient pas, où tu te demandais pourquoi est-ce on voulait faire un partenariat avec toi. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Moi, par exemple, là, j'ai un compte sur Barcelone parce que je vis à Barcelone et j'ai reçu cette semaine une demande de partenariat pour mettre en avant une marque de maillot de bain, alors que je ne photographie jamais la mer et que voilà, c'est vraiment pas mon positionnement. Moi, c'est la ville Mm. en elle-même. Et voilà, mais c'est simplement qu'ils ont dû identifier Barcelone, tant de followers, et puis voilà, on contacte, et c'est effectivement le même message pour tout le monde. Enfin, j'imagine, il n'est pas du tout personnalisé. Donc ça a aucun intérêt, en fait. Ils en reçoivent tellement de ces messages qu'ils passent à la trappe. Donc c'est dommage parce que comme c'est pas bien fait, bah, du coup, c'est quand même du temps passé pour rien. Donc effectivement, ça doit quand même fonctionner à un moment donné. C'est comme quand on fait du mailing massif dans les boîtes mail. Il y en a bien quelques-uns qui vont répondre, qui vont cliquer pour acheter ce qu'il y a à vendre. Mais si c'était fait vraiment en étant ciblé, ça fonctionnerait davantage, quoi. Donc je pense que là-dessus, il y a encore énormément de travail à faire pour faire évoluer ce secteur-là, quoi, ce marché-là. Mm. Mm. Non mais il y a un vrai boulot, et moi d'ailleurs je le dis, c'est une question que je pose à mes étudiants en partiel une année. Je leur ai dit, j'ai invité un influenceur à venir leur parler, et dans le partiel je leur mettais écrivez-lui un mail pour le convaincre qui parle de votre produit. Donc je leur demandais je leur disais, alors une fois c'était des t-shirts, une fois c'était quoi, et je leur demandais faites-lui un mail pour voir, essayez de le convaincre. Et alors vraiment, je me suis dit, il y a un truc que j'ai loupé dans la formation, parce qu'il y avait des mails, etc. Alors bien sûr, il y avait le côté flatteur, j'adore ce que vous faites. Des fois, ils mettaient un petit truc, et puis des fois, certains avaient un peu plus d'imagination, un petit peu, mais bon, c'est vrai, et je pense que moi, je le prends dans mon truc d'enseignant. J'avais toujours dit, c'est pour ça que je leur amène un influenceur en général, de taille respectable. Souvent en plus d'ailleurs, c'est des gens qui ont le même âge qu'eux, tu sais, qui ont 2-3 ans de plus qu'eux. Une année, j'avais amené à des licences 3 une étudiante qui était en master 1, donc qui avait juste un an de plus, sauf que la différence c'est qu'elle gagnait peut-être 2, 3, 4 000 euros par mois en faisant des photos sur Instagram, et ils étaient d'un coup en disant oh, qu'est-ce que c'est comment c'est possible. Ils étaient bouche bée devant cette jeune fille, mais c'est vrai que sur le truc, on se dit il faut quand même que quand on forme les gens, on leur rappelle, on leur explique que il faut
faut, c'est quand même des humains, les influenceurs, moi je le dis, hein, nous sommes entre êtres humains, il y a une relation humaine qui doit se faire et ça marche mieux quand ça reste humain. Bon allez, on va passer sur ce cap des influenceurs. On a bien compris donc que Instagram, il y a du potentiel. Ouais. Et d'ailleurs, finalement, ton livre, le but du jeu, c'est d'apprendre, hein, j'ai envie de dire, pour présenter le livre, c'est comment est-ce qu'on profite de ce potentiel, comment on s'y installe, comment on développe son compte. Il y a quand même beaucoup de choses, hein. Enfin, je le dis, je sais pas, il fait quoi, 360 pages. Oui, c'est pas un petit livre, hein, c'est pas un petit guide de 20 pages, c'est quand même, il y a de l'information, c'est dense. Ouais, c'est dense parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il est aussi progressif, c'est-à-dire que ça commence par le début, comme je disais, il faut identifier son avatar et à partir de là, on va élaborer sa stratégie et notamment sa stratégie éditoriale. Donc ça, c'est pour la partie stratégie. C'est vraiment important de le faire. Et après, il y a toutes les questions un peu techniques, toutes ces questions qu'on me pose tout le temps, c'est-à-dire à quelle heure je dois poster, quel format de contenu je dois poster, quel hashtag je dois mettre, est-ce que je dois faire des stories, IGTV, tout ce qu'il faut faire autour de la communauté, répondre aux commentaires, les messages privés, et comment faire finalement pour la question clé que j'ai tous les jours, c'est comment faire pour avoir plus d'abonnés. Et en Et fait, oui. comment faire pour avoir plus d'abonnés, c'est faire bien tout ce que j'ai dit avant. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Alors si, il y a bien eu des outils automatiques qui faisaient des choses miraculeuses, qui commencent à mourir là, qui fonctionnent de moins en moins et qui sont parce que Instagram a réussi à fermer un peu le robinet de ces outils-là, qui en gros faisaient du growth hacking de façon bourrine et qui fonctionnait. Hein, certes, ça permettait de récupérer des abonnés, mais qui n'étaient pas forcément pertinents. Là maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que ces outils-là n'existent plus, ou en tout cas ne sont plus aussi efficaces. Donc il faut être inventif, il faut organiser des campagnes. Alors une campagne de jeux concours, par exemple. Les jeux concours, ça fonctionne toujours très bien, mais encore que, il faut le faire avec quelqu'un qui est vraiment en affinité avec son audience, quoi. C'est ça, c'est pas forcément associer deux comptes Instagram qui ont la même taille de communauté, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais c'est vraiment aller trouver quelqu'un, un compte avec qui faire un jeu concours, mais qui a la même audience que nous. Donc ça veut dire, si moi je m'intéresse à cette fameuse jeune femme de 16-24 ans qui est intéressée par la mode, je peux faire un jeu concours avec une marque qui fait par exemple qui était un club de sport pour jeunes femmes qui est plutôt urbaine, quoi. Par exemple, on peut faire ça, Mm. même si on n'est pas mais même si cette marque-là, elle n'évolue pas dans le monde de la mode, elle a dans ses abonnés une majorité de personnes qui correspond à mon avatar à moi. Donc ça, c'est important de bien le penser et parce que en fait, quand on dit il faut faire un jeu concours, alors oui, alors comment je fais un jeu concours? À partir du moment où on se décide jeu concours, il y a énormément de choses. En fait, effectivement, avec qui est-ce qu'on le fait tout seul? Ça marche moins de le faire tout seul que de le faire à deux, parce qu'à deux, on s'échange au moins la communauté. En tout cas, on élargit la visibilité. Après, une fois qu'on a fait le jeu concours, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit vu? Donc, on peut, par exemple, faire sponsoriser le post qui met en avant le jeu concours. On peut le partager tous les jours dans nos stories. On peut faire, on peut faire énormément de choses. On peut aussi imposer aux participants de partager eux-mêmes le post dans leurs stories pour que les abonnés de ces gens-là voient aussi qu'il y a un jeu concours. Donc, il y a énormément de choses que l'on peut faire. C'est pas juste se dire les jeux concours. Et donc c'est ça que j'explique dans le livre, notamment sur l'affiche des jeux concours. J'explique comment on le fait et comment on fait pour mettre en avant son jeu concours. Et qu'est-ce qui fait que finalement une campagne qu'on peut faire en jeu concours, en influence marketing ou en publicité a des résultats ou non. Donc c'est pas, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il est aussi long finalement le livre, c'est que il y a plusieurs choses pour chacune des actions, il y a plusieurs choses à prendre en compte. À quelle heure il vaut mieux poster sur Instagram pour avoir un maximum d'engagement? Ça aussi, ça sert à rien de lire les études qui sont publiées tout le temps sur Internet. On voit toujours, il y a des infographies qui circulent, voilà, pour que ça fonctionne bien, il faut publier le mercredi à 18h. En fait, non, quoi. C'est ce genre d'études-là, ça fonctionne pour personne, parce qu'en fait, il faut trouver ses propres chiffres à nous en fonction de notre communauté. Et donc, pour ça, j'explique comment faire pour aller trouver cet indicateur-là. Voilà, c'est tout un tas de choses, finalement. Donc, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les clés, les clés vraiment les plus importantes, je les donne dans ce livre. Ça devient plus facile, mais on se dit quand même que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
Il faut, une fois qu'on a créé le contenu, en fait, tout le travail reste à faire. C'est-à-dire, il faut le poster à la bonne heure, il faut mettre la bonne description qui va engager les gens. Il faut, si on trouve les bons hashtags, c'est encore mieux. Est-ce que la photo, on l'a publiée en carré ou en vertical? Ça marche mieux en vertical qu'en carré. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc le livre permet de prendre en compte tout ça, mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Oui, c'est une plateforme qui est compliquée quand même à manier. En plus, on disait tout à l'heure, hein, la viralité a beaucoup baissé dessus, hein. Il y avait une viralité qui était beaucoup plus forte à une époque. Mais c'est le cas de toutes les plateformes. On peut dire que Facebook, de toute façon, a réduit la viralité par l'algorithme. C'est vrai. Mais de simple fait qu'il y a 1 milliard ou 5 ou peut-être 2 milliards de membres dessus, il y a tellement de contenu aussi que de toute façon, il y a un filtre qui se fait que tout le monde ne pourrait pas tout consommer, qu'il y a une espèce de concurrence, et puis je le dis très clairement parce que l'autre jour je racontais que j'ai une vidéo TikTok qui a fait 36 000 vues en une semaine à peine. Oui, à peu près dans ces zones-là. Et je disais, ça me rappelle un peu la viralité de certains réseaux au début. Hein, mais un jour ou l'autre, TikTok aussi, il y aura plus de viralité parce que tout le monde fera des conneries dessus. Ça sera fini aussi. Donc c'est le jeu des plateformes. Il y a une viralité très forte à certains moments. À bout d'un moment, ça baisse, etc. Mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. D'ailleurs, ceux qui arrivent à en tirer profit tout de suite sont ceux qui sont les petits malins qui arrivent à faire des filtres personnalisés où ils font tomber. Alors, je pense au filtre Disney dans les stories là où il y a tous les trucs qui apparaissent. Là aussi, c'est quand même une nouveauté d'Instagram finalement, c'est d'avoir ouvert une porte à la créativité avec des choses qui semblent moins contrôlées de leur part. Mais alors les petits malins là-dessus ont réussi. J'ai vu certains qui avaient gagné 600 000 followers en un mois. C'est un truc qui est quand même assez incroyable là-dessus. Mais bon, il faut quelques moyens techniques, en tout cas de développement. Même si on trouve des tutos sur YouTube pour apprendre à faire ça. Mais il y a quand même là des opportunités encore qui existent. Oui, effectivement. Donc ça, là, tu fais référence au studio Spark AR que Instagram a ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut être créateur de filtres. Et effectivement, en ce moment, il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui est bien viral. C'est un peu les tests à la BuzzFeed qu'on pouvait avoir il y a 3 ans, peut-être 4-5 ans sur le web et qui se partageait sur Facebook. C'est là, donc tu parles du quel personnage Disney es-tu? Donc en fait, quand tu actives ce filtre-là, ça va te faire tourner une espèce de roulotte et puis à un moment donné, ça s'arrête et ça te dit tu es tel personnage Disney. Et ça, c'est devenu tellement viral ce truc que tout le monde l'a fait à sa sauce. Donc par exemple, il y a quel personnage de la série Friends es-tu? Et donc il y a Courtney Cox, donc Rachel dans Friends, qui a fait ce filtre-là. Et donc rien que l'idée d'avoir une star en plus de la série Friends, qui utilise ce filtre, forcément, la personne qui a créé ce filtre, elle a tout gagné au passage, quoi. Parce que avec cette idée de la viralité est quelque chose qui fonctionne bien en ce moment, c'est ce type de filtre. Ça fonctionne bien en ce moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et si on pense au quiz BuzzFeed qui fonctionnait bien sur le web, ça a bien marché 3-4 ans quand même. Donc ça peut durer longtemps, mais en même temps, on est sur Instagram, les choses ne durent pas si longtemps que ça. Donc je ne sais pas si ça va durer aussi longtemps que ça, mais en tout cas, c'est vrai que il faut saisir les opportunités telles qu'elles se présentent. Et comme tu disais, il faut vraiment, c'est en phase avec ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment être aware, comme dirait Jean-Claude, de ce qui se passe. C'est-à-dire que si on n'utilise pas nous-mêmes cette application, on ne voit pas ces tendances émerger. Et là, les filtres, il y a Jacquemus qui est une marque de haute couture qui est plus ou moins connu. En tout cas, lui, il fait des vêtements et des sacs. Il a créé son filtre. Donc, quel sac Jacquemus es-tu? Et donc c'est juste hallucinant en fait de se dire que cette grande marque surfe sur cette tendance-là en l'adaptant à son propre produit. Il y a McDo qui a fait quel McDo es-tu? Donc tu es le McCheese, tu es le Big Mac, tu es voilà, et tout ça est parti de ce fameux filtre de Disney, quel personnage Disney es-tu? Et ça a tellement fonctionné que tout le monde en a fait un à sa sauce et c'est un carton plein quoi. Oui, et donc c'est ça, où on voit la viralité quand même assez incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a moins de 6 mois en fait. Ça fait peut-être 7-8 mois que la plateforme est ouverte. Elle a été ouverte l'été dernier. Voilà, c'est devenu énorme, alors que c'est quelque chose qui est tout neuf. Donc c'est vrai, ce que tu disais, c'est super important de voir que les choses bougent et bougent très vite et il est possible de tirer son épingle du jeu avec des nouveautés qui sont juste hallucinantes quoi. Et aujourd'hui ça marche et peut-être que demain ça marchera plus. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller quoi.
Oui, puis il faut se rappeler qu'en plus, ils sont capables de couper une fonctionnalité aussi vite qu'ils l'ont ouverte. Oui. Ils ont coupé toutes les fonctionnalités qui retouchaient le visage, rapport à la beauté, rapport à tous ces trucs-là, parce que ils veulent Alors, c'est vrai que l'idée quand même de Facebook, c'est d'être une plateforme safe pour la jeunesse et pour le public, on va dire. Hein. Ils veulent bien prendre l'attention des gens, mais ils veulent pas leur... Enfin... Ils veulent pas leur détourner l'image, mais ils veulent bien leur détourner le cerveau. Moi, j'ai envie de dire, c'est la grosse hypocrisie de cette plateforme-là quand même, qui laisse passer beaucoup de choses, mais qui des fois se dit bon non, on va peut-être bloquer un truc. Mais c'est vrai qu'ils ont été capables de couper des filtres aussi vite qu'ils les ont lancés, et on peut imaginer qu'à l'époque, les marques de maquillage, de beauté, se dire on va faire des filtres beauté ou je sais pas quoi, qui tout d'un coup, bam, ils se sont fait couper alors qu'ils venaient à peine de les valider. Donc c'est vrai qu'il faut savoir rebondir très vite, et c'est vrai qu'on revient sur la notion de newsjacking, hein, sur rebondir sur de l'actualité, etc. Moi j'ai dit à mes élèves, j'aurais presque demandé de regarder le Super Bowl dimanche, je leur dis, vous allez voir quand même, il va y avoir des rebonds, parce qu'il y a des marques qui dépensent 5 millions pour acheter de la pub, quand même, pendant le Super Bowl. Et donc, il va y avoir des rebonds, il va y avoir des trucs, il y a un moment donné, il y a un filtre qui va apparaître, on sait pas quoi, il y a des marques qui préparent le terrain, en plus on le voit aux États-Unis, une marque de beurre cacahuète qui a tué son personnage qui a 130 ans, il peut que revenir, enfin, c'est sûr, il y a des trucs qui se préparent. Comment il va revenir, il y a des trucs qui se préparent, mais peut-être effectivement que c'est, à une époque, je sais pas si tu te rappelles, une année, le stade du Super Bowl s'était éteint, et c'était sur Twitter que tout le monde avait parlé de ça. Il y avait Oreo qui avait tiré parti de ça un petit peu sur Instagram et puis sur Twitter il y a quelques années. Et là on se dit bon, il y a quand même entre les plateformes, il y en a une qui va essayer d'en profiter de TikTok. À un moment donné, de TikTok, du Super Bowl et de tous ces grands événements, il y a toujours un rebond qui va se faire. Et puis on est dans une année olympique aussi, dans cette année 2020, faut pas oublier. Tous les grands événements de toute façon sont propices à ce qu'il y ait des trucs comme ça dans ces plateformes-là qui se passent. Mais vraiment, il faut être vraiment au taquet, quoi. Effectivement. Et sur Instagram, c'est peut-être plus difficile que sur un Twitter, par exemple, où sur Twitter, on a les hashtags, les trending topics, où là, on voit les hashtags qui sont mis, qui sont tendance au moment où on se connecte sur la plateforme. Sur Instagram, ça, il n'y a pas. On peut pas le voir, donc même si on se connecte sur notre onglet Explorer, donc l'onglet Explorer, c'est le deuxième onglet dans l'ordre quand on se connecte sur la plateforme en bas, et c'est celui qui nous suggère des contenus de comptes que l'on ne suit pas, mais qui sont en affinité avec ce qu'on aime en fait, avec avec les signes d'interaction que l'on a donnés vers vers les comptes que l'on suit. Donc en fonction des likes que l'on a donnés sur des posts, Instagram va nous suggérer à chacun de nous des posts qu'on est censé aimer. Donc si tout d'un coup je me mets à liker plein de posts de chiens, quand je me connecte sur mon Explorer, je n'ai pratiquement que des suggestions de posts de chiens. Et donc effectivement, ce qui buzz sur Instagram, malheureusement pour le découvrir, c'est compliqué. On le découvre que via les posts, les comptes que l'on suit. Et peut-être les hashtags, mais les hashtags qui buzzent, on les voit pas, quoi. C'est pas comme sur Twitter, justement. Donc effectivement, Twitter, lundi soir, le Super Bowl, il suffira de se connecter dessus et on va voir, on va juste cliquer sur le bon hashtag et on va voir ce qui remonte. Sur Instagram, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien de suivre les top, les comptes qui justement qui surfent sur cette tendance de buzz, qui mettent en avant tout ce qui est tendance justement sur la plateforme ou sur le web en général. Tous ces comptes de mèmes qui sont super intéressants, super amusants et intéressants aussi, qui me permettent de prendre la température de ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a, par exemple, Kobe Bryant qui est mort, qui est décédé ce week-end, je l'ai appris sur Instagram via je ne sais plus qui a partagé l'information sur son compte, et donc du coup après j'ai cliqué sur le hashtag Kobe Bryant et j'ai vu le nombre de posts qui n'arrêtait pas d'augmenter de seconde en seconde, quoi. Et c'est vrai que c'est pour découvrir sur Instagram, malheureusement, il faut tomber par hasard sur le premier, et après, une fois qu'on va avoir interagi avec, dans notre Explorer, on verra remonter que des posts de ce type-là. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est moins facile de découvrir des contenus en dehors des intérêts que l'on a déjà exprimés auparavant avec des likes ou des commentaires. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire d'ailleurs que il faudrait avoir moi j'ai plusieurs comptes et j'en ai un qui me sert à faire que de la surveillance. Et je suis très peu de personnes, mais justement pour éviter de les louper, parce que si on suit beaucoup de gens, ça se noie toute cette information-là, alors que il faut arriver à filtrer, et on n'a pas d'outil de filtrage, hein, d'ailleurs sur Instagram, on n'a pas des listes d'amis, de filtrage ou quoi que ce soit.
ce qui est un peu compliqué à suivre. Et si on suit beaucoup de comptes, d'un coup, on peut perdre cette information-là. Et moi, je sais que justement, mes anciens étudiants, tu vois, ceux qui sont influenceurs et tout, et j'en ai une en particulier, elle me remonte toujours les trucs un petit peu à l'avance, les tendances de couleurs, et toujours. Et j'ai dit, tiens, elle a fait un nouveau truc, allez, je vais regarder. Et quelques jours après, en général, c'est ce qu'on voit. Ça remonte. Alors, elle a loupé certains trucs, elle a pas fait tous les challenges. Le Dolly Parton Challenge, par exemple, elle l'avait pas pris, mais elle a pris d'autres trucs. Et c'est vrai que c'est là où je pense il faut arriver à trouver finalement ces bons indices, j'ai envie de dire, ces bons baromètres, se dire tiens, quand lui il a fait ça, il y a un truc, il faut surveiller, lui il sait qu'on est pas mal. C'est aussi la puissance de ce qu'on appelle des curateurs, tout simplement aussi, qui sont capables de surveiller, qui ont un rôle important parce que eux ils sont capables de faire remonter des choses et faire émerger des tendances. Dans ton livre, il y a un truc. Alors moi tu sais que moi j'aime bien tout ce qui est sur l'état d'esprit parce que je pense que finalement, et on en parle depuis le début, c'est vraiment l'état d'esprit qui fait qu'on arrive à fonctionner ou pas sur ces outils-là. Comment on lâche un peu les chevaux, j'ai envie de dire aussi. Ce qui est pas facile pour une marque, de se dire qu'il faut qu'elle accepte aussi de détruire un petit peu ce que son marketing a mis des années à faire quand c'est des grosses marques. Mais quand c'est une petite marque, à la limite, c'est le moment vraiment de dire j'ai pas grand chose à perdre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des témoignages dans le livre, et notamment Chanty Bérel de Chanty Biscuit, que beaucoup vous connaissez, que ces gâteaux amusants avec des petits messages, etc. Et qui est pas une marque très ancienne, mais qui a un développement qui est quand même assez incroyable, qui est vraiment magnifique. Moi, je veux dire en plus parce que ma femme elle était en contact avec elle il y a quelques années quand on avait lancé la boutique de thé. Elle était toute petite, et elle a joué avec l'humour, avec ses photos, etc. Et ce qui est intéressant, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, elle dit qu'elle a eu du mal à trouver le ton exact, elle a tâtonné, etc. Et puis que elle a un conseil, c'est faites-le vous-même, quoi. C'est ne confiez pas ça non plus à l'extérieur, mais faites-le vous-même. Oui, effectivement, c'est cette idée d'authenticité qui est importante. Quand on est une petite marque, effectivement, c'est plus facile parce qu'on est moins nombreux et quand on est entrepreneur, qu'on lance sa marque, effectivement, on est tout seul ou une petite équipe de 10 personnes, même 100 personnes. Le site français, par exemple, le site français, c'est pas une grande marque, c'est quand même, il y a beaucoup d'employés, mais ça reste quand même une entreprise à taille humaine. Le fait de le faire soi-même, ça fait qu'on est beaucoup plus authentique. On est capable de partager ses états d'âme aussi, quoi, de partager les grandes victoires et les défaites et les coups de blues et les moments d'euphorie. Enfin, tout ça, ça fait aussi que ça humanise beaucoup la marque. Et dans le cas de Chanty Bérel, effectivement, c'est un exemple que je donne toujours parce que elle est tellement authentique, elle. Et donc elle a aussi une personnalité qui est très attachante, elle est très exubérante, elle partage beaucoup de tout. Et ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois, aussi bien les coups de cœur que les coups de gueule, que les coups de blues. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait qu'on va s'attacher à la marque et voir comment la marque grandit aussi. C'est génial de se dire je la suis depuis 3 ans et en fait il y a 3 ans elle avait que très peu d'abonnés et puis maintenant elle vend des millions de biscuits, elle est énorme et en même temps tout en grandissant, en ayant de plus en plus d'impact sur le monde puisqu'elle grandit, elle vend de plus en plus de biscuits, elle reste accessible. Donc elle a fait ce choix-là de garder en main la gestion de son compte Instagram, même si c'est compliqué parce que ça prend énormément de temps. Plus elle aura de gens, plus elle a de commentaires à répondre, de messages privés à répondre. Et dans une journée d'un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut poster tous les jours parce que elle poste tous les jours et c'est ce qu'il faudrait faire si on veut vraiment réussir sur Instagram, c'est poster, être présent tous les jours. Elle le fait en stories et en post. C'est du temps quand même, c'est du temps à dédier et se dire que il faut être là, il faut partager des choses. Alors des fois, elle peut être en manque d'inspiration et se dire j'ai rien à poster aujourd'hui, je sais pas ce que je veux poster, mais elle va partager ça en stories. Elle va dire j'ai rien à vous dire, j'ai rien à poster, mais je vous le dis. Et donc ça, cette sincérité là, ça fait que on s'attache vraiment au personnage et on suit un peu son compte Instagram comme si c'était la télé-réalité de l'aventure entrepreneuriale Chanty Biscuit, quoi. C'est vraiment ça. Et les personnages, c'est-à-dire ses employés ou les gens qui travaillent avec elle, ont aussi des noms et des petits surnoms et ils interviennent un peu dans cette sitcom comme étant le personnage, donc le CEO, le directeur marketing, la comptable. Enfin voilà, c'est génial, c'est une aventure. Et c'est un peu comme regarder une série comme on pouvait le faire avant. Et
tous les jours, on a des petits épisodes qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans la vie de cette entreprise-là. Donc, les boîtes qui jouent cette carte-là, elles ont vraiment, pour moi, tout compris sur Instagram, parce que c'est ce que les gens attendent, quoi. Ils attendent cette proximité. Et c'est vrai que Chanty fait partie de ces exemples-là, qui sont des exemples de réussite hallucinantes, quoi. Oui, et puis alors je le dis aussi pour ceux qui voudraient l'utiliser à compte perso, pour ceux qui sont petits entrepreneurs, solopreneurs, indépendants, etc. C'est vraiment ça aussi qu'attendent les gens, parce que souvent on a une tendance à regarder ce que font les grandes marques qui sont très aseptisées, etc. Et en fait, elles ont des résultats mais qui sont très faibles par rapport à leur puissance. Et l'exemple de Björk était intéressant, c'est que la puissance de Björk sur Instagram, elle est ridicule comparée à sa puissance de marque, sa vraie puissance de marque. Et rappelons, c'est une marque qui fait de la pub à la télé quand même. Et 14 000 followers, c'est très faible, alors que ça sert à rien de les copier parce que finalement, c'est pas un bon exemple, au sens où finalement, les gens n'ont aucune chance de s'attacher à nous si on fait ce qu'ils font, quoi. Nous, il faut qu'on y mette vraiment de l'authenticité, ce qu'on est, etc. Et c'est vrai que des gens comme Chanty sont assez intéressants. Le site français, tu en parlais, mais précisons quand même que son patron, son créateur, il a lui-même son propre compte. Chanty, elle a un compte personnel et le compte de la marque, etc. Ils ont ces deux aspects-là. Ils travaillent aussi beaucoup leur marque à eux, en tant que créateurs, de partager, etc. Et je pense que les gens, ils sont très sensibles aussi à cette histoire-là de dire, il n'y a pas que la marque, il y a vraiment les personnes derrière. Alors même si le site français a eu quelques ennuis en janvier, là, au réveillon, il y a quand même la notion du créateur, des gens qui sont dedans, qui est très importante. Et sur des marques de ce style, on voit un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, un petit peu un petit essaim d'abeilles là autour de la marque qui circule, etc. Et si on rajoute dessus quelques influenceurs, quelques clients très fidèles, etc., et qu'on rajoute un petit peu le lot, d'un coup ça devient une vraie masse de contenu qui arrive à se partager et finalement qui propage ce dont moi je parlais dans un épisode que j'ai enregistré ce matin, parce qu'on enregistre le 31 janvier pour rien cacher. Dans l'épisode de ce matin, je disais de toute façon, ce qui circule maintenant dans ces écosystèmes-là, c'est le nom de la marque et c'est l'esprit de la marque. Et vraiment, c'est ce que Instagram permet de transmettre. Et c'est vrai que moi, dans le livre, par exemple, je prends très très peu d'exemples de grandes marques parce que justement, ces grandes marques-là, elles n'utilisent pas du tout ces aspects-là parce que effectivement, L'Oréal, qui est le créateur de L'Oréal, on n'en sait rien en fait. C'est pas le créateur de L'Oréal, enfin, c'est pas les gens qui dirigent les PDG de ces grandes entreprises-là qui vont prendre la parole sur Instagram. Donc en fait, quand je prends des exemples de ces grandes marques-là, je prends des exemples de posts qui fonctionnent bien où je sais que quand on répète, on prend la formule magique qu'ils ont utilisée. Donc je donne des exemples comme ça dans le livre, vous verrez, c'est sympa et en plus ça marche à chaque fois. Enfin, c'est des trucs comme ça, des tips qui fonctionnent bien. Mais vraiment, je veux prendre des exemples qui sont accessibles pour tout le monde. Et donc, effectivement, Chanty, ça fait partie de ces exemples-là que j'ai répartis un peu partout dans le livre parce que, effectivement, ce sont des choses qui sont compréhensibles pour tout le monde et accessibles pour tout le monde. Effectivement, c'est pas des grosses entreprises. Ce livre ne s'adresse pas aux super grandes marques, quoi. Ça n'a effectivement rien à voir. Et il faut être capable il y a énormément de travail à faire. C'est pas parce qu'on est petit qu'on va y arriver aussi, quoi. Il faut juste les bons outils et les bons moyens de le faire. Et c'est pour ça que je prends souvent les exemples de ce qu'on appelle les instapreneurs. Donc les instapreneurs, ce sont des entrepreneurs qui ont monté leur business grâce à Instagram. Donc Chanty Biscuit en fait partie, qui ont mis toute leur communication, l'essentiel de leur communication sur Instagram et qui ont permis de se faire connaître via ce réseau-là. Et ensuite, ils ont des réseaux secondaires. Si on prend l'exemple du site français, par exemple, le site français a d'abord existé sur Facebook et aujourd'hui, sa communauté sur Facebook est aussi grande que celle d'Instagram parce que historiquement, ils étaient d'abord sur Facebook. Donc pour eux, Facebook est aussi important qu'Instagram. Mais Chanty Biscuit, c'est 100% Instagram. Voilà, chacun a son histoire aussi en fonction de comment il a créé son identité sur les réseaux sociaux et comment il a construit ses communautés. Mais c'est vrai que d'avoir des exemples de marques accessibles, des petites PME, quand je dis petites PME, ça peut être 150 employés, donc c'est vraiment, voilà, c'est quoi la taille d'une entreprise. Quand ces marques-là utilisent une certaine typologie de communication, elles sont largement copiables. Donc quand je dis copier, ça ne veut pas dire faire exactement le même post et dire exactement la même chose, ça veut dire s'inspirer en fait, de voir comment ils communiquent et c'est vraiment très très
facile à faire, à s'approprier soi-même avec ses propres valeurs, sa propre identité, quoi. L'important, c'est de trouver sa voie et effectivement de voie VOIX sur Instagram et d'être soi-même, d'être authentique. L'authenticité, on en revient à ça. On avait commencé par ça par rapport à Chanty. C'est vrai que c'est clé, quoi. C'est clé pour construire sa propre communauté et que les gens nous suivent pour nous et notre projet et pas parce qu'on vend, je sais pas moi, du lait de coco comme Björk. Tiens, alors moi j'ai quelques petites questions, on va essayer de répondre un petit peu en vrac là-dessus. Une question d'ailleurs que j'ai toujours un peu de mal à solutionner dans cette histoire-là. Si on s'intéresse à plusieurs thématiques, là on va prendre, tu vois, un petit entrepreneur ou moi ou n'importe qui, tu vois. Il y a toujours une question, c'est est-ce qu'il faut que son compte soit sur une thématique précise pour fonctionner, tu vois. C'est un peu aussi le conseil qu'on retrouve sur YouTube, etc. Faut que les chaînes soient thématiques, les blogs soient thématiques, etc. Est-ce qu'un compte Instagram doit être thématique ou est-ce qu'il peut être centré finalement sur ou ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un compte un peu large qui parle de plein de choses ou est-ce qu'il faut avoir plusieurs comptes en fait, Bah très thématiques? ça dépend à quel point la thématique est large. Par exemple, un influenceur lifestyle. Dans lifestyle, on peut mettre tout ce qui est mode, food, voyage. Voilà, c'est bien générique et c'est grosso modo ce que font les influenceurs. Mais plus la thématique sera niche, sera bien décloisonnée, mieux ce sera parce que ça voudrait dire que, par exemple, si tu as un compte sur le running, comme tu en as un, c'est sûr que tu vas pouvoir attirer sur ce compte-là, et si tu ne parles que de ça, tu vas pouvoir attirer que des fans de cette thématique-là, quoi. Alors que si tu as un autre, et si tu as par ailleurs une activité sur le coaching entrepreneurial, eh bien en fait ça va pas forcément intéresser les personnes qui courent le dimanche ou qui courent tous les jours ou qui veulent faire le marathon de Paris. Donc c'est mieux d'avoir pour moi c'est mieux d'avoir des comptes de niche, des comptes séparés, différents comptes par rapport à ceux qui soient bien délimités sur une thématique précise, parce que ça permet vraiment d'être focus sur un sujet, une thématique bien précise et d'attirer à soi la communauté qui n'est intéressée que par ça. Vaut mieux avoir 3 comptes qui soient plus petits finalement chacun. Il vaut mieux avoir 3 comptes de 10 000 abonnés et qui soient chacun sur une thématique précise qu'un compte générique de 30 000 abonnés où finalement sur un post sur 3 tu vas intéresser qu'une partie de ta communauté et au fur et à mesure tes posts vont plus être visibles dans le flux dans le fil d'actualité de ces abonnés-là parce qu'en fait, ils n'interagiront que sur un post sur 3. Donc, en fait, petit à petit, ton compte, il va avoir un taux d'engagement qui va baisser parce que tu vas pas parler de sujets qui va intéresser chacun de tes abonnés sur chacun de tes posts. Donc, il vaut mieux être niche, plus petit sur chacun, ça sera beaucoup plus puissant et ça permettra de toute façon aussi de grandir parce que tu vas attirer à toi des personnes qui sont intéressées par ce sujet-là précisément. Voilà, donc vous avez compris pourquoi sur mon compte @BertrandSoulier, je ne parle plus que de running et lifestyle sportif. Mais en fait, c'est vrai que je perdais des abonnés. J'en ai perdu énormément. Hein. J'étais à, je sais pas combien, j'ai pas regardé le compte combien j'en ai perdu, mais j'en ai perdu beaucoup en parlant un petit peu de tous les sujets. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon, allez, j'en ai marre. Je vais parler que de sport. Et depuis, ça remonte. Alors pas très vite, mais ça remonte hein, petit à petit. Il faut que, il y a une question en fait, c'est que il y a des remplacements en fait d'abonnés. Il y en a, j'en gagne 21 et j'en perds 19. Ceux qui étaient... Donc forcément, ça grimpe pas vite, mais je me dis que si les 21 nouveaux sont engagés, alors que les 19 qui sont partis n'étaient pas engagés, de toute façon, c'est un gain. Donc le chiffre en lui-même ne bouge pas. Hein, et j'ai raté mon objectif d'avoir 10 000 abonnés. Je voulais 10 000 abonnés sur 2019 et ça s'est planté. Mais je me dis que il y a des photos qui ont plus de succès qu'avant et c'est vrai que ça vient en grande partie de ça. Tu consacres un chapitre ou même plus d'un chapitre d'ailleurs sur la vidéo. Hein, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une plateforme vidéo. Alors entre la vidéo dans les stories, la vidéo dans le feed, la vidéo dans IGTV, c'est vidéo quand même. Ouais, beaucoup de vidéos, mais aujourd'hui, si vous faites partie des comptes qui publient en partie de la vidéo et en partie de la photo, souvent, c'est pas forcément la majorité, mais souvent il y a plus d'engagement sur les photos. Donc ça reste, en fait, la vidéo, c'est très puissant, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire que il faut tester soi-même et voir si notre communauté préfère des vidéos. Ce qui se passe avec la vidéo, c'est qu'on a l'impression que ça fonctionne pas parce que les gens, quand ils regardent la vidéo, ils vont pas liker.
ils vont regarder la vidéo et puis voilà, ils la regardent, ils passent du temps dessus. Donc c'est important pour Instagram parce que Instagram mesure aussi le temps qu'on passe sur un post. Donc si on a une photo et une longue description, les gens vont lire la description, vont passer plus que 3 secondes sur le post parce qu'ils vont lire la description. Donc ça, c'est le temps passé sur une publication a vraiment de l'impact sur le ranking qu'on peut avoir dans le fil d'actualité de ses abonnés. Et si on fait des vidéos, forcément, ils vont rester une vidéo d'1 minute sur le profil, et ben, les utilisateurs vont rester 1 minute sur la vidéo alors qu'ils seraient restés 3 secondes sur la photo. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont intéressants, mais encore il faut faire des vidéos que vos utilisateurs vont regarder. En fait, si vous faites une vidéo pourrie, ben, ils vont pas la regarder et donc ce sera négatif pour vous. Donc c'est vrai que c'est une plateforme qui veut absolument donner beaucoup plus de place à la vidéo. On le voit quand on ouvre notre fil d'actualité, quel que soit le nombre de comptes que l'on suit, souvent quand même les posts qui remontent en premier sont quand même des vidéos et ça nous accroche et on regarde et il suffit comme moi que vous suiviez un compte comme Brut ou Combini et là vous regardez toutes les vidéos et vous y passez un temps fou. Donc j'ai fini par finalement les suivre sur un autre compte où j'y vais moins parce que sinon je me rends compte que je perds du temps. En tout cas je leur donne du temps et voilà, et je me sens happée à chaque fois par ces vidéos, surtout qu'ils publient maintenant des vidéos de format très long sur IGTV d'une dizaine de minutes. Donc bah voilà, c'est 10 minutes passées à regarder une vidéo. Certes on a regardé une vidéo mais on n'a rien fait entre temps. IGTV aussi, ce qui est intéressant, c'est que ils ont déjà annoncé qu'ils étaient en train de réfléchir à comment faire pour rémunérer les créateurs de vidéos sur IGTV. Donc ça, c'est sur l'idée que sur YouTube, quand on publie des vidéos et qu'on a une certaine audience, on peut gagner de l'argent grâce au programme de AdSense. Donc ça, c'est bien sur YouTube, mais sur Instagram, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc les créateurs de vidéos, et notamment les YouTubeurs, qui sont aussi, par ailleurs, les plus grands Instagrammeurs en France, qui ont les plus grandes communautés, se disent moi, je ne vais pas publier sur Instagram, je gagne rien quand je publie sur Instagram. Donc ce que je fais, c'est que je publie un teasing depuis Instagram pour dire aux gens d'aller regarder ma vidéo sur YouTube. Et en fait, là, ce que Instagram sur quoi il est en train de travailler, c'est comment faire pour rémunérer grâce à de la publicité insérée dans la vidéo, enfin entre la vidéo, comme c'est le cas aussi sur Facebook, se dire comment est-ce qu'on peut redonner un peu d'argent à ces créateurs de vidéos qui, par ailleurs, font vivre la plateforme puisqu'ils alimentent en contenu leur compte et donc ça alimente la plateforme. Donc les créateurs, souvent les influenceurs, n'ont pas forcément quelque chose à gagner, pas d'argent à gagner, c'est pas des marques qui vendent des choses. Donc l'idée c'est comment faire pour essayer de leur faire gagner de l'argent. Donc ça aussi, la vidéo, ça c'est de plus en plus visible sur Instagram, c'est vrai. Il faut pas se fier trop au nombre de likes qu'on peut avoir sur une vidéo. Regardez le temps passé, regardez à quel moment les utilisateurs décrochent, arrêtent de regarder la vidéo, ça c'est intéressant. On a ces données-là sur IGTV, on l'a pas sur une vidéo de profil, mais sur IGTV on l'a, pour regarder comment faire pour attirer pour accrocher l'attention des gens et faire en sorte qu'ils regardent cette vidéo, quoi. C'est quand même une vidéo, finalement, ça coûte plus cher à faire qu'une photo, en temps, mais ne serait-ce qu'en temps. Même si on le fait qu'avec un iPhone, c'est quand même plus de temps que de faire une simple photo. Et si en plus on met les sous-titres comme il faudrait faire, parce que souvent les utilisateurs regardent pas avec le son, donc voilà, c'est quand même du temps passé à sous-titrer ces vidéos. Donc il faut quand même rationaliser, se dire est-ce que ça vaut le coup que je fasse des vidéos, beaucoup de vidéos, et comment, dans quelles conditions, quoi. Mais effectivement, si on lit les études aujourd'hui, on se rend compte que la vidéo est moins efficace en termes d'interaction. Mais pour moi, c'est vraiment à vérifier en fonction de notre propre communauté et comment réagissent les utilisateurs qui nous suivent, quoi, notre communauté. Ouais, c'est un sujet qui est compliqué à manier, la vidéo en plus. Il y a une astuce quand même qu'il faut donner, c'est que IGTV a un avantage, c'est qu'on peut mettre des liens dans la description et que c'est un lien qui est cliquable, faut le dire quand même, donc ça vous fait de raison d'utiliser. Et il y a un truc qui vraiment booste IGTV, c'est de mettre la preview de la vidéo dans votre flux Instagram, parce que ça change, mais vraiment, vraiment tout. Là, on est vraiment dans des techniques où on se rend compte que si la vidéo elle est pas partagée dans le flux, finalement, elle est quasiment pas vue, parce que et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que l'application IGTV en elle-même n'a pas de succès. Ils ont fini par enlever le bouton IGTV dans l'application. Donc si la vidéo n'apparaît pas dans le flux, ou si on la partage pas en story, et en fait elle n'apparaît plus nulle part. Naturellement, il n'y a plus personne qui ira la voir. Donc ça, c'est vraiment un aspect à garder en tête. Tiens, alors attends, je suis sur une page, je suis en train de naviguer sur les pages. Choisir les bons hashtags. Alors, il y a des fiches, etc. Mais si en 1 minute, tu vois, comme ça, en 1 minute, comment on fait pour choisir un bon hashtag, tu vois, si t'avais
un petit truc à donner comme ça, et puis les autres, on les retrouvera dans le bouquin. Ouais, il faut que le hashtag soit pertinent par rapport au contenu que l'on publie. C'est-à-dire que faut arrêter, comme je vois sur beaucoup de comptes, de copier-coller systématiquement la même liste de hashtags sur tous ces posts. Ça, c'est surtout quelque chose à pas faire. Même si vous êtes sur une niche thématique, par exemple le running, le sport, vous allez avoir des hashtags communs, évidemment, mais vous allez, il faut que vous constituiez votre liste de 100 hashtags que vous pouvez utiliser, certes, mais il faut pas copier-coller systématiquement la même liste de hashtags. Et quel hashtag il faut choisir? Il faut choisir des hashtags. Alors, si vous êtes un peu expert sur le SEO, vous savez un peu comment ça fonctionne. On choisit un mot-clé en fonction du volume de recherche du mot-clé. C'est-à-dire que si on est un petit acteur aujourd'hui, on va prendre un mot-clé qui est très peu recherché ou assez peu recherché parce que c'est moins concurrentiel. Il n'y a pas de gros sites qui sont positionnés dans Google sur des petits mots-clés. Les gros sites se consacrent aux gros mots-clés. Et on n'a aucune chance quand on est petit d'être positionné en première page de Google sur un mot-clé qui est vraiment très recherché. Bien sûr, Instagram, c'est pareil. Il faut pas choisir des hashtags à chaque fois que vous voyez des listes sur les top hashtags les plus utilisés sur Instagram, il faut surtout pas prendre cela. Alors c'est parce que en fait Love Paris ou je sais pas ou Insta, je sais plus Insta IG Paris ou IGers Paris ou n'importe quoi. Il y a tous les hashtags où il y a des millions de posts, il faut pas les prendre. Même 100 000 quand on a une petite communauté, c'est énorme. En fait, il faut prendre des hashtags sur lesquels on a une chance d'être positionné. Donc, comment on fait? Donc, vous prenez un hashtag, vous regardez le nombre de posts qu'il y a sur ce hashtag. Et ce que vous allez faire surtout, c'est regarder sur l'onglet populaire quel est le nombre moyen d'interaction qui ont les posts qui sont publiés sur l'onglet populaire. On s'intéresse uniquement à l'onglet populaire parce que c'est là où ça va nous générer de l'audience. Les gens ne regardent pas l'onglet récent. Les récents, c'est les derniers posts publiés sur le hashtag. L'onglet populaire, ce sont les plus belles publications, en tout cas celles qui ont récolté le plus d'interactions. Et ce qu'on va faire, c'est on va regarder quelle est la moyenne d'interaction qu'ont ces posts qui sont publiés sur l'onglet populaire. Et on va se dire, est-ce que moi, j'ai cette moyenne d'interaction-là? Ou est-ce que je m'en approche? Voilà, est-ce que je suis loin ou pas? Si je suis très loin, il n'y a aucune chance que vous arriviez à être en haut du populaire. Et donc, du coup, ne prenez pas ce hashtag-là parce que, en fait, vous allez l'utiliser pour rien. Vous ne serez pas positionné dans l'onglet populaire. Donc, il faut prendre des hashtags dont le volume et donc dans le volume d'interaction des posts qui sont positionnés dans cet onglet-là avoisine celui que l'on a en moyenne sur nos publications. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez une astuce vraiment de pro, hein, et celle-là, vous la trouvez pas ailleurs, je vous le dis. Parce que, non, mais c'est vrai que les choix des hashtags, il y a des hashtags, le jour, je regardais des hashtags à 300 millions de photos dessus, des choses comme ça, il y a aucune chance. Et j'ai montré d'ailleurs à mes étudiants, hein, c'est que, de toute façon, les hashtags, les photos populaires sont très très vues, et puis dans le hashtag des photos, celles qui passent vite, les plus récentes, ça passe très vite, ça défile, donc votre photo n'a aucune chance d'être dedans. Donc, c'est vrai que ce hashtag-là ne sert à rien, à part polluer la liste de hashtags. Donc voilà, c'est un très très bon conseil. Dans le livre aussi, bon, il y a des conseils, alors de la publicité, etc. Mais on va pas trop parler de la publicité aujourd'hui. Mais par contre, tu parles régulièrement de quelques outils, et je sais que les gens, de toute façon, ils cherchent toujours un petit peu. Est-ce qu'il y a un outil magique, tu vois, un truc magique pour se dire, bon, je voudrais bien m'en servir, j'ai appris plein de trucs, est-ce que quand même je peux soit gagner du temps, soit faire des trucs un peu plus jolis, programmer, il y a un chapitre sur comment on fait pour un beau flux, un beau feed, hein, ça c'est une vraie catastrophe cette histoire-là, surtout qu'en plus les vidéos n'apparaissent pas dans les applications de prévisualisation des feeds, alors voilà, il y a plein de trucs comme ça, donc c'est des vrais calculs, hein, vous vous rendez pas compte, hein, le boulot qu'il y a derrière tout ça. Non mais c'est vrai, quand je vois le temps passé par certains influenceurs pour savoir la bonne photo qu'il faut mettre, vraiment, hein, je vous dis, il y a un boulot, c'est assez magique de le voir, parce que j'ai vu l'autre jour une publication d'une influenceuse qui disait qu'elle passait 5 heures par photo, en fait, à publier. Voilà, 5 heures par photo. Moi, en moyenne, je mets à 10 minutes, hein, donc c'est pour ça aussi que je suis à 5000 abonnés, et pas 50 000 ou 100 000 ou 200 000 ou 300 000 comme elle avait elle. Mais elle a un mari qui lui fait ses photos pour elle, vous voyez. Et c'était son mari qui disait qu'elle avait marre d'attendre pendant 5 heures qu'elle ait fini sa photo. Voilà, alors, c'est balancé. Si je retrouve le nom, je mettrai dans les notes de l'épisode. Mais est-ce que tu as un outil, tu vois, pour les gens normaux, qui ont une vie normale, tu vois, qui ont peut-être des enfants, un travail, une famille, du sport à faire, etc., et qu'on passe 5 heures par jour pour arriver à avoir un flux, tu vois, sympa, des stories sympas, suivre un petit peu tout ça, tu vois, pas y passer forcément toute leur journée, enfin, quelque chose, quoi. Alors, sur les templates de stories, moi, il y a un outil que j'aime bien qui s'appelle Unfold,
qui permet d'avoir des templates de stories qui sont... il y a différents styles, mais il y a un style minimaliste qui est pas mal, qui passe un peu partout, mais qui rend vraiment les choses vraiment belles et qui il est assez connu quand même. Et il y a une version gratuite où on peut utiliser pas mal de templates. Sinon, la version payante, elle est à 20 € par an, donc c'est vraiment pas énorme. Cet outil-là, il est pas mal pour les stories en version donc photo, et aussi on peut insérer des vidéos, donc c'est pratique. En application qui permet de faire des choses animées beaucoup plus fun, il y aurait Mojo. Mojo, qui est aussi une application qui permet de faire des animations sympas, en fait, où on se dit mais moi j'ai pas les moyens, je suis pas graphiste, je sais pas utiliser toute la suite Adobe. En fait, cette petite application, elle est vraiment bien, ça fait des choses top. Ouais, et puis ils balancent en pub en ce moment énormément de pubs dans les stories, vous la voyez passer dans tous les cas, etc. Et eux ils travaillent avec des influenceurs qui disent telle influenceuse elle utilise ça et tout, regardez, elle témoigne et tout, prenez Mojo, vous allez faire pareil qu'elle. Donc celui-là vous pouvez pas le louper, franchement, Mojo, voilà, celui-là vous le verrez à coup sûr. Et il y a beaucoup de marques qui l'utilisent aussi, je le vois énormément, on reconnaît tout de suite les templates, parce qu'ils en ont pas, enfin ils en ont beaucoup, mais en fait pas tant que ça. Et en fait on reconnaît tout de suite les templates qui sont utilisés. Donc Unfold Mojo. Pour la prévisualisation du feed, il y a deux outils principalement que vous pouvez utiliser, c'est Planoly et Later, donc qui font de la programmation, qui permettent de programmer des publications, mais aussi de prévisualiser son feed, ce qui permet de, quand on a un feed en damier, en ligne centrale, en mosaïque, en triptyque, de voir en fait à quoi va ressembler le feed une fois qu'on aura publié. Donc ça c'est important, tous les influenceurs utilisent ça. Il y a un autre outil qui s'appelle Preview, qui fait partie aussi des 3 principaux qui permettent de faire ça. Donc ces outils-là sont indispensables quand on veut le faire de façon programmée à l'avance, pour pouvoir avoir un feed qui est joli. Mais moi, en fait, de tous les outils que j'utilise, celui que je préfère, c'est aucun de ces outils-là, c'est un outil d'analyse des statistiques, puisqu'en fait, c'est sur ça que je base toute la construction de mes posts, savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, à quel moment il faut poster, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Donc ça, c'est vraiment pour moi le mieux pour grandir sur Instagram. Outre l'aspect visuel des publications, c'est l'analyse des résultats, en fait, l'analyse des performances de notre compte, des publications que l'on fait. Donc je vous partage l'outil que j'aime beaucoup, qui coûte pas cher, qui nous coûte 9 € par mois. Il s'appelle Minter.io. J'en parle dans le livre. C'est vraiment un outil qui vous permet de vraiment bien voir qu'est-ce qui fonctionne pas. On peut trier les top publications par n'importe quel engagement, n'importe quel KPI, donc indicateur si on veut trier par ceux qui ont le plus de likes ou plus de commentaires ou qui ont le plus grand reach, on peut regarder tout ça. Il y a une version gratuite de 14 jours, donc ça vous coûte rien d'essayer. Branchez-le sur votre compte Instagram et regardez ce que ça donne. C'est pas mal, vraiment, pour savoir ce qui fonctionne, et notamment au niveau des stories. Quand vous publiez pas mal de stories, vous en publiez 4 ou 5 par jour, c'est difficile de regarder sur les stats officielles d'Instagram lesquelles ont eu la meilleure performance. On voit pas trop, c'est pas très clair. Alors que sur Minter.io, à partir du moment où on l'active, il archive toutes les stories, et on peut aussi les classer par celles qui ont eu plus de réponses, celles qui ont eu le plus de reach. Voilà, c'est vraiment bien, parce qu'on voit vraiment des choses. Enfin, moi, en regardant ça, je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas en fonction de ce que je recherche. Si je veux des réponses, je sais comment je dois poser la question, je sais si je dois mettre un sticker d'engagement ou pas. Voilà, c'est vraiment très très bien. Donc moi, je vous encourage vraiment à analyser vos résultats, les performances de chacun de vos posts, considérer chacun de vos posts comme étant un test, et se dire, est-ce que ça a fonctionné, oui ou non, pourquoi, d'après vous, ça n'a pas fonctionné. Donc on n'a pas forcément la bonne réponse, hein. On essaie de trouver les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné ou ça a bien fonctionné, et on essaie toujours de reproduire ce que l'on croit qui a bien fonctionné. On se dit, j'ai réessayé pour voir si c'était vraiment ça, ou alors si ça n'a pas fonctionné 1 fois, 2 fois, 3 fois, on arrête de faire ce type de post, parce que ça sert à rien, on perd du temps et la communauté ne suit pas. Ouais, et bien si vous entendez un petit bruit de clavier dans le micro, c'est que je viens de m'inscrire. Bravo. Je ne le connaissais pas du tout, et c'est vrai qu'en faisant la recherche dans le livre, tu vois, je viens de voir des écrans, et effectivement c'est un outil que je connaissais pas du tout. Alors je démarre mes 14 jours d'essai aujourd'hui. Je crois ça termine parfaitement, tu vois, et je pense que tu as bien démontré la richesse de ton livre et de ce que ça te permet de découvrir, d'apprendre, etc. Il y a beaucoup d'autres conseils dedans, des témoignages, on a parlé de quelques témoignages dedans, mais t'as quoi, 10, 15 peut-être
de témoignages, ouais, une dizaine. Ouais, une dizaine de témoignages, il y a beaucoup de copies d'écran, beaucoup d'exemples, il y a des exemples de posts à faire, des exemples de choses que vous pouvez publier, des stories, ce qui marche pas, des stratégies, hein, de choses comme ça. Mm. Il y a de la pub, hein, pour ceux qui sont intéressés par la pub, hein, de savoir comment on peut utiliser la Mm. pub. Il y a énormément de choses, je le dis, hein, c'est pas un petit bouquin de 50 pages comme ça qui vous dit comment appuyer sur un bouton pour publier la photo, on est vraiment sur comment arriver finalement à faire grossir son compte, etc. L'intérêt notamment, pourquoi est-ce qu'il faut un compte pro, et cette stat-là, de toute façon, l'illustre bien. Donc on a vraiment beaucoup d'informations dedans. Ouais, Donc je vous mettrai... Ouais, je voulais juste ajouter que si vous achetez le livre, ce que j'ai fait là, c'est que je suis en train de créer, donc ça va sortir aujourd'hui, un e-book que je vais donner gratuitement à toutes les personnes qui auront acheté le livre. Le contiendra l'intégralité des interviews que j'ai faites avec ces personnes-là. Donc l'e-book lui-même, il fait plus de 80 pages. Donc voilà, c'est cadeau. Je vous l'envoie si vous me contactez et que vous m'envoyez une photo de le livre que vous avez acheté. C'est vraiment, j'étais très déçue en fait de pas pouvoir mettre beaucoup plus que ces extraits que j'ai mis dans le livre. Donc vous aurez l'intégralité des interviews dans cet e-book. Vous verrez, c'est très intéressant. Il y a plein de choses que j'ai pas pu mettre. Donc voilà, c'est 80 pages de plus, donc plus 360. Ça fait quand même pas mal de contenu. Voilà, et ben c'est parfait. C'est alors où est-ce qu'on va pouvoir t'envoyer ça? Comment on fait pour te retrouver? Sur Instagram bien sûr, Ouais, hein, mais à quel compte? Donc 3 zestes de citron au pluriel. 3 zestes de citron, c'est mon compte Instagram et vous verrez, je vais poster sur ce sujet-là. Vous aurez toutes les indications pour recevoir l'e-book. Donc vous le retrouverez facilement. Voilà, et puis moi bien sûr je mets un lien dans les notes de l'épisode. Le livre est paru, donc on peut l'acheter dans toutes les librairies, hein, sans aucun souci. Moi je mettrai un petit lien, bien sûr, moi je mets un lien Amazon, hein, c'est une question d'affiliation, vous comprendrez que ça finance le podcast. Mais vous pouvez l'acheter où vous voulez, hein, j'ai envie de dire. Il existe en version numérique? Oui, bien sûr, en version numérique Kindle et ePub sur les autres plateformes. Donc, Ouais, alors tu dis bien sûr, mais il y a un livre dont j'ai parlé récemment qui ne sort pas en version numérique pour l'instant. Il traîne, je sais pas où il est, j'en sais rien. Mais va savoir. Moi, je suis toujours très méfiant maintenant, et plus les livres parlent de numérique, et moi, en général, ils sortent en version numérique, donc c'est toujours surprenant, donc je préférais demander. Donc voilà, donc on pourra retrouver, bien entendu, toutes ces informations-là. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces informations-là. C'était un plaisir de discuter avec toi de tous ces sujets-là. On pourra en parler encore des heures parce qu'Instagram c'est vraiment une plateforme qui est très riche, hein, qui est vraiment très riche. Je l'ai dit dans un épisode, c'est un peu la page d'accueil presque idéale entre du très froid presque, hein, dans le feed, du très chaud dans les stories, de la vidéo, des liens pour dire j'ai quelque chose là-dedans, et puis si on y rajoute une couche de e-commerce, c'est vrai quelque part, hein, que ça peut ressembler à la page d'accueil idéale de toute entreprise qui voudrait se lancer. Est-ce qu'il faudrait tout miser dessus? Ça, c'est à vous de le juger. Moi, vous connaissez mon avis, mais j'en parlerai pas de ça parce que sinon on est reparti pour 2 heures. Mais en tout cas, c'est un épisode très intéressant. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces informations-là. N'hésitez pas à aller retrouver son livre. Je vous mets bien sûr toutes les notes, tous les liens en notes de l'épisode. Je vous mettrai aussi les liens vers les différents outils là pour vous les retrouver. Et bien sûr, ils sont dans le livre, hein. Ils sont tous cités avec les URL, les copies d'écran, etc. Comment utiliser. Et je pense que dans ta liste que tu as donnée, à part Minter que je connaissais pas, moi j'utilise Planoly. Later, j'en suis pas très fan. Il me plante mes photos plusieurs fois. J'efface mes photos au lieu de les publier. Je suis pas très fan de l'interface en fin de compte, mais par contre c'est vrai que Planoly c'est un outil que je trouve très intéressant, et les autres aussi. Donc je mettrai tous les liens bien entendu. Et puis on se retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre coach web, hein, où on parlera, je ne sais pas de quel sujet parce que j'ai pas encore décidé, mais vous verrez bien, ça sera la surprise. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt Aurélie, merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt.